On est en live. Coucou tout le monde, coucou YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. On est quasiment aux 6000 abonnés, donc c'est l'occasion. Comment tu vas, Léo? Bah écoute, ça va. Semaine plutôt molle, on va dire. Ok, J'avais fait quelques actions sur le marché qui n'ont pas payé. Ça arrive, j'espère ne pas avoir pris les mauvaises décisions, mais ouais. Semaine un peu frustrante pour ma part. Euh, mais bon, ça arrive. Lorsqu'on prend des positions et on peut pas toujours gagner, il y a évidemment de la variance. Mais le tout, c'est d'avoir une belle stratégie, des setups, un bon risk-reward, un bon win rate historiquement sur les setups et tout roule. Mais voilà, parfois, les frustrations sont là et ça fait partie du jeu. Donc voilà. ça marche. Bah écoute, de mon côté, j'ai fait une triade entre la crypto, comme d'habitude, bien sûr, mais aussi du gaming. J'ai bien repris Valorant, bien repris Counter-Strike. J'ai joué à Diablo 4 aussi, qui vient de sortir, qui est franchement pas mal. Donc j'ai tourné sur ça. On a fait plusieurs lives fondamentaux sur ma chaîne Twitch où on s'est vraiment concentré sur l'écosystème Web3 de manière générale. On va en parler de toute façon dans cette émission. On va faire un gros tri. C'était très intéressant d'ailleurs. Vous savez, je vous disais la semaine dernière que j'avais fait un tri dans ma méthodologie pour, on va dire, ma veille technologique, en supprimant plein de comptes de mes follow et en les déplaçant dans une liste dédiée. Ça rend ma TL beaucoup plus agréable. Et justement, bah, quand j'ai envie vraiment de passer en mode fonda, je le fais en live avec vous et ça rend le format super intéressant. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui Yo, nous écoutent, yo à tous. masterclass plus tôt cette fois, comme ça nous laisse le temps de pouvoir profiter de notre soirée parce qu'on va bouger au Portugal cette semaine. On va à Lisbonne pour une conférence qui s'appelle NFC Conférence qui est autour des NFT. On a plein de petites interviews de prévues. Ouais. Donc on a décidé de se reposer ce soir parce qu'on personnellement je pars demain. Je voulais remercier aussi Spencer pour le 28e mois consécutif de sub. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et yo à tous ceux qui viennent d'arriver, Nabi Ben, Seiya, Phil, Charles Zipon, Claquette Chaussette, Juju Croc, Guigui du Forum, Zeno FR, Spencer évidemment, X-Space, enfin bref, tous les petits potes qui arrivent, Rome. Enfin, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va tester cette fois-ci une nouvelle heure par rapport à d'habitude. Mm. L'idée, c'est évidemment, en fait, ça découle aussi du fait que Asher décale son live. Nous, en fait, on pense que l'objectif, c'est de ne pas confronter les contenus directement sur la même plage horaire. Ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui ont envie de voir Asher, il y a des gens qui ont envie de voir CryptoPixel et Capet, et il y a des gens qui ont envie de voir les deux. Donc, au lieu de mettre les deux en même temps, autant les décaler. Et j'avoue que pour mon cas, je trouvais 21h c'était assez tard. J'ai pas mal de pas mal de potes qui me proposent des restos justement le dimanche soir. À chaque fois, je dis non. Ouais. Des fois, il y a des programmes télé, des matchs de foot et tout qui se décalent. Enfin, en tout cas, qui se calent autour de 21h et que moi, je peux pas consommer en direct. Donc on va tester 19h et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Mais ouais, on va décaler tous les lives du dimanche à 19h jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à changement potentiellement. Mais voilà, Jusqu'à testons nouvel cette ordre. nouvelle horaire et puis on verra. Comme ça vous permet aussi d'avoir peut-être un peu plus de temps avec votre famille, votre conjointe, vos amis directement le soir. Même si je suppose que l'horaire de 21h convenait à beaucoup de personnes. De toute façon, on a la rediffusion dans tous les cas sur YouTube. Voilà, Ouais, je vous ai mis dans le chat si jamais le tweet qui annonce le live, plus on est de fous, plus on en rit. On va parler de pas mal de choses. Donc, comme d'habitude, on va parler de l'analyse technique, bien sûr. On va faire un point sur l'actualité. Il y a des actualités intéressantes, notamment vis-à-vis de la réglementation, vis-à-vis du marché en général qui est calme en termes de volume, calme en termes de fonda, on va dire en surface. Et après, si tu grattes, comme d'habitude, il y a toujours des choses intéressantes. Donc, on va avoir des choses intéressantes à vous proposer. On a sorti différents types de contenus vidéo. C'est ce que vous affiche d'ailleurs Picsou à l'écran. On vous a fait une vidéo comparative entre les sexes et les dex, qui est d'ailleurs très rapide. On est sur quoi? Ah, je pensais 9 qu'elle était plus minutes. courte que ça, 9 minutes. Je Ouais. croyais qu'on était sur du 6 minutes. Une vidéo sur Cave Network. Je vous ai fait un trade vidéo aussi sur My Lovely Planet. J'ai un concours en cours avec 200 $ à gagner sur My Lovely Planet, justement, avec un simple RT plus follow. Je vous mettrai ça à l'écran tout à l'heure. Si vous nous écoutez sur YouTube, je vous mets le lien en description. Voilà, on a voulu tester des nouveaux formats, justement. Et puis voilà, on va pouvoir attaquer dans pas longtemps, le temps que les gens arrivent. Ouais, de mon côté, j'ai sorti une interview très sympa de la BPI, en tout cas de Yvan
Lastour, je ne sais même pas comment on prononce son nom de famille exactement, parce que Ouais, la tour peut-être. La Tour, ouais, qui est disponible directement sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous mets la vidéo directement dans le chat. Pour le coup, c'est une interview qui fait 54 minutes, mais elle est très, 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 très intéressante. Je reprends les formats interview, comme vous le voyez. Dedans, on parle notamment du rôle de la BPI, comment l'État a investi dans les crypto-monnaies, comment elle spécule dessus directement via la BPI. Et je parle aussi de le rôle des VC, des mécaniques derrière les VC, les conditions d'investissement, toutes ces choses-là, toutes les subtilités en fait du travail de VC et d'investisseurs professionnels. Et donc, je pense que ça pourra vous intéresser. Il y a vraiment des informations qui sont assez pertinentes. J'ai essayé de rentrer vraiment plus dans le technique par rapport à d'autres interviews qui existaient de la BPI qui avaient été faites il y a quelques mois. Donc là, vraiment, on rentre dans le dur, on parle vraiment investissement, comment ils investissent dans les projets, à quelles conditions, à quoi ressemble un folio de VC, enfin bref, toutes ces choses-là. Et le but, c'est vraiment de vous éduquer sur cette partie VC parce qu'on a évidemment plein de clichés. Et donc de comprendre un peu mieux tout simplement ces acteurs-là en discutant avec eux. Je pense que c'est évidemment la meilleure manière de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça directement sur YouTube. Je me tâte à sortir un format un peu plus court. Dans tous les cas, il y aura des shorts, des petits highlights, etc. Mais moi, personnellement, je suis fan des formats longs. Tout ce qui est podcast, genre Joe Rogan, etc. Moi, c'est ma cam. Donc après, chacun consomme de manière différente ce genre de contenu. Mais voilà, donc assez intéressant de ce côté-là. De quoi je voulais parler évidemment, la formation Coin Academy est tout le temps, est toujours en ligne, excuse-moi, online, en ligne. Elle va pas disparaître, on fait la petite précision. Elle va pas disparaître. Vous avez donc la formation Bitcoin et la formation Ethereum. C'est des formations qui durent quelques dizaines de minutes, voire plusieurs heures à consommer si vous le faites très sérieusement. Vous avez des petits quiz. À la fin, vous avez un diplôme qu'on donne actuellement au format PDF et qu'on va donner par la suite au format NFT, qui donneront peut-être certains avantages pour la suite, notamment sur des services qui pourraient se développer avec Coin Academy. N'hésite pas à zoomer. Voilà. Donc ces formations sont toujours disponibles. Il y a pas mal de gens qui ont consommé ces formations et qui nous ont donné des bons retours. Il y a quelques petites fautes par-ci par-là. La majorité des fautes ont été corrigées. Voilà, c'est des contenus assez denses, donc il y a toujours des petites coquilles à gauche, à droite. Donc on en profite. Mais voilà, je suis très content que ça vous plaise. On a eu, pour être très honnête, des très bonnes stats par rapport à ces formations-là, sur les personnes qui sont inscrites, sur les personnes qui ont passé les tests, etc. Et puis même par rapport à vos messages que je reçois personnellement sur Discord ou même sur Twitter, c'est surtout des très bons échos. Donc voilà, très content que ça plaise. On va continuer dans cette direction-là. Nouvelle fonctionnalité qu'on vient de lancer aussi sur Coin Academy. Maintenant, si vous arrivez sur la page d'accueil de Coin Academy, vous avez la section Flash News. L'objectif de cette fonction Flash News, en fait, c'est tout simplement de faire de l'agrégation de news au travers de Coin Academy et de médias anglophones. Donc en gros, on utilise de l'IA et évidemment des services standards, Web2, etc. pour récupérer toutes les news qu'on a dans le monde en ce qui concerne les cryptos. Et on prend les plus pertinentes et derrière, on va les traduire et faire en sorte qu'elles soient digestes pour vous. Et évidemment, on cite nos sources. L'objectif, c'est pas nécessairement de remplacer ces médias-là. L'objectif, c'est juste de faire de l'agrégation. Et à chaque fois, vous avez la source qui est directement indiquée et l'article qui est accessible. Donc voilà, nous, l'objectif, c'est pas de copier leur contenu. Évidemment, vous aurez une petite idée de à quoi ressemble la news, mais vous pouvez tout simplement cliquer sur source et accéder au contenu complet, en fait, en ce qui concerne c'est les différentes news qui viennent d'être publiées. Donc ça, c'est un feed qui est mis à jour en temps réel. On va ajouter de plus en plus de médias dedans. L'objectif, c'est que tout simplement, on ait un maximum de médias pour que vous soyez au courant véritablement en temps réel de tout ce qui se passe. Et puis, écoutez, curieux d'avoir vos retours sur ce genre de fonctionnalité parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment vu ça sur les médias francophones. Je sais que ça se fait un petit peu sur de l'anglophone, mais voilà. C'est une bonne initiative de Picsou, il faut le noter. Et d'ailleurs, tu peux leur montrer rapidement la page d'accueil. Vous noterez que depuis le lancement du site il y a 2 ans, on a quand même bien fait évoluer les choses. On a le cours des crypto-monnaies en haut. Maintenant, on a une fonction connectée qu'on a rajoutée avec la fonction formation pour justement avoir le suivi de votre formation, délivrer votre NFT avec votre diplôme. Un petit peu plus bas, donc on a les actualités comme d'habitude.
les contenus formation, les contenus vidéo, les guides, les analyses fondamentales, les Les airdrops. airdrops. euh, Les analyses fondamentales, ouais, qui sont hyper denses aussi, qui sont très cool. Non, franchement, c'est du solide. Et une partie peut-être que vous sous-exploitez, je pense, c'est la partie outils. Vous avez vraiment des choses qui sont très intéressantes. Vous avez les graphiques des NFT, par exemple. Vous pouvez taper n'importe quelle collection NFT et voir son cours, bah, par exemple, en Ethereum. Et vous pouvez aussi voir son cours ici. Vous pouvez changer en dollars, en Solana, en euros. Vous pouvez voir le nombre de, euh, d'éléments listés, vendus. Enfin, vous avez plein de choses. Vous avez la même chose pour TradingView, mais avec les données de CoinMarketCap. Vous avez des classements. Vous avez les unlocks aussi, qui sont assez intéressants. C'est des unlocks. Donc, vous avez exactement le nombre de jetons verrouillés, déverrouillés. Quand est-ce qu'il y aura un prochain unlock, combien ce sera, quels sont les tokenomics, etc. Vous avez les airdrops à venir. Donc, on a une section qui est complète à ce sujet-là, où on vous explique exactement bah, comment être éligible à certains airdrops qui sont confirmés et d'autres qui sont potentiels. Vous avez les simulateurs, enfin vous avez les halvings avec les comptes à rebours, les calendriers NFT, les calendriers économiques, les offres d'emploi qui sont aussi automatisées avec des partenaires à nous. Donc voilà, franchement, on est sur de bonnes bases et n'hésitez pas à checker la section outils parce qu'il y a vraiment du très très lourd dedans et des outils qui sont assez bien pensés pour vous accompagner, que ce soit dans la recherche d'emploi, dans la recherche d'airdrop, dans l'analyse de données. Enfin bref, vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur le site. Donc voilà, j'en fais pas des caisses, honnêtement, vu le temps qu'on a passé dessus. Ça me semble assez important Franchement, de le mettre en avant. ça envoie. Hein. Ça envoie. Et même dernier outil, parce que là, on a un petit peu allégé le menu parce qu'on commence à avoir beaucoup d'outils, bah, c'est le calendrier des événements aussi. Calendrier des événements crypto. Voilà. Où Avec vous allez les avoir les événements. événements en France et à l'inter, si jamais vous voulez faire des rencontres, faire du networking, etc. D'ailleurs, il faut que je le mette à jour, il faut que j'enlève les événements d'avril et mai. Merci à SendMike pour le 22e mois consécutif. En tout cas, 22 mois d'abonnement, dont 21 consécutifs. Merci beaucoup. Merci aussi à Fluviancer, 10e mois. Merci beaucoup, BG. Merci de soutenir, ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, autre chose dont je voulais parler. J'ai fait un point sur mes stats de trading sur les trades, évidemment, que je partage. Donc les stats sont plutôt cool. Mais je trouve qu'elles mettent en avant des données assez intéressantes sur lesquelles bah, j'avais déjà du visu, mais peut-être pas aussi clairement. Donc comme vous le voyez, performance de 2022 plus 46,37 R. Donc si je risque 1% de capital à chaque trade, en tout cas si 1% égale 1 R et que 1 R égale le risque que je prends dans un trade standard dans lequel j'ai de la conviction, voilà, c'est un R égale 1%, donc ça ferait 46% sur les 6 derniers mois de 2022. Donc ça fait une très belle performance. Début 2023, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, janvier, février, c'est très bien passé. Puis mars, avril, mai, je stagne. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu vois que, en fait, je fais pas mal de trades. En fait, je suis relativement actif. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que mon win rate est très très faible. C'est-à-dire que par exemple, sur un mois où j'ai fait plus 26% sur le folio de trading, j'ai passé 21 trades, il n'y en a que 14 qui ont été gagnants, enfin il y en a 7 qui ont été gagnants, 14 qui ont été perdants. Donc en gros, tu as 2 fois plus de perdants que de gagnants, mais sur ceux qui sont gagnants, je fais plus 26% de performance sur le mois. Donc ça met en lumière le fait que bah, j'ai un win rate qui est assez faible, donc que j'ai beaucoup de trades qui sont perdants, mais que ceux qui passent, ceux qui sont validés, ceux qui me permettent de hit DTP, ont tellement un bon risk-reward et me font tellement gagner par rapport à ce que je risque que bah, en fait, ça balaye en fait, tous les trades qui ont été perdants. Alors dans les perdants, il y a aussi des toutes petites pertes, hein, ou même des choses qui sont, je pense, qu'on peut considérer comme break-even. Mais voilà, moi, ça me semblait important de le partager. Vous le voyez à droite, je vais vous mettre ça simplement dans le chat. Mais vous voyez à droite que vous avez pour information, tout est public et dispo ici. Donc il y a un lien sur lequel vous pouvez retrouver en fait tous les trades documentés avec les liens dans mon Discord par rapport à chaque trade que j'ai pris, pourquoi j'ai pris le trade, etc. Donc il n'y a pas de magouille où genre je truque les chiffres, etc. Dans tous les cas, j'ai à peu près plus de 1000 personnes qui sont... Précise-le bien ça, parce que ils sont toujours... En fait, ils sont sceptiques dans le chat,
Mais c'est Alors, normal, tu as c'est toutes normal les d'être preuves. sceptique. Alors, non, mais alors que tu as toutes les preuves, mais personne fait l'effort d'aller sur le Discord et de checker les preuves. Mais c'est factuel. Picsou, ça fait quoi? Ça fait 1 an que tu fais ça aujourd'hui. Ça fait Quasiment 1 an. presque un an, ouais. Ça fait 8 mois, quelque chose comme ça. Et du coup, vous arrivez sur un lien, et du coup, vous avez tout simplement la date à laquelle j'ai pris le trade, le symbole, le statut, est-ce que c'est un trade en cours, clôturé, qui n'a jamais été trigger. Jamais été trigger, c'est-à-dire que j'avais un plan, mais qu'au final, je ne l'ai jamais amorcé parce qu'on ne respectait pas mes règles. Vous avez le lien avec le message Discord pour ceux qui ont accès au VIP. Et voilà, donc c'est très transparent à ce niveau-là. Et je suis plutôt content avec du recul de mes performances. Évidemment, c'est un style de trading qui est difficile à tenir, surtout pour des débutants, dans le sens où, bah, en fait, vu que j'ai beaucoup de trades qui sont perdants, souvent, c'est souvent des petits trades perdants, mais moralement, psychologiquement, par exemple, c'est pas évident de se prendre 5-6 trades à la suite où je vais perdre, même si c'est des petites pertes, c'est pas évident, et du coup, ça crée un manque de confiance. Même moi, tu vois, des fois, je me remets en cause. Qu'est-ce qui a pas marché dans ce trade, etc. Mais le fait est que, en fait, en général, je perds peu sur mes trades perdants, et que sur mes trades gagnants, en fait, c'est des trades sur lesquels j'ai beaucoup de conviction, que je vais prendre un risque assez bon, et surtout gagner bien plus que ce que je risque. Donc je suis plutôt content de ces stats-là. Moi-même, ça me fait du bien psychologiquement de partager ça, parce que j'ai eu 2 mois où je stagne. Vous voyez que là, par exemple, entre mars, avril et mai, je suis à quoi? Je suis à 27 trades pour globalement être en très légère perte. Donc ça veut dire que j'ai fait 22 trades pour au final finir légèrement en perte, voire rien gagner en fait. Donc ça fait aussi partie des choses qui sont compliquées à tenir en tant que trader. Mais si justement je comprends mon style de trading, je comprends la variance que je peux avoir sur mon win rate et sur même des streaks de lose, et que je sais aussi à quel point je peux largement profiter de certains trades qui vont rembourser tous les précédents, bah, ça me met dans un meilleur mindset. Mais c'est vrai que par exemple en ce moment, ça fait genre un mois où vraiment je suis en grosse galère. Mais au final, c'est 15 trades ou de grosses galères, par exemple sur le mois de mai, ils se résument en moins 0.2 R. Donc ça veut dire que, bon, même si j'ai pris une grosse série de pertes, il a fallu 1 ou 2 trades pour compenser les 6 ou 7 derniers, quoi. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur ça. Évidemment, le trading n'intéresse pas tout le monde, mais ça me semblait important de faire un petit point parce que j'ai pas forcément l'occasion d'en parler tout le temps. Et aussi, pour être très sincère, parce que on voit des énormes fraudes sur YouTube, sur Twitch, de partout, qui vous disent inscrivez-vous avec mon lien, vous font de l'analyse technique en traçant 3 traits et faisant aduler, alors qu'il n'y a aucune transparence, il n'y a aucun trade qui est partagé. Donc voilà, c'était l'occasion de mettre aussi une petite bastos. Il fallait revenir à l'équilibre. Ma toxicité Alors, c'est le est naturel parfois qui revient sans au galop. limite. Non, non, mais il n'y a pas de problème, hein. Mais il n'y a pas besoin de balancer des noms, hein. De toute façon, c'est ligne de tendance. De temps en temps, ça se fait mousser, ça envoie un petit Chimoku histoire de se mettre un petit peu plus au-dessus de la moyenne. Mais Après, il y a des gens qui arrivent à très bien performer avec des lignes de tendance, avec Ishimoku, etc. Je suis pas en train de. Enfin, moi, j'ai pas parlé de ça justement. Et je pense qu'il y a moyen d'être profitable non, non, non. Mais moi, ce que je veux dire, avec et plein c'est de des choses méthodologies qui sont différentes. c'est des choses qu'on voit même dans des conférences crypto, c'est que tu as des gens en fait qui mettent plein d'indicateurs à l'écran pour faire les traders, mais tu vois aucune exécution de trade, tu vois rien. C'est juste du pur visuel. Mais en fait, le plus dur, en fait, on se rend pas compte, mais tu vois, avoir une idée de trade, c'est bien, mais savoir l'exécuter, ne pas paniquer, respecter son plan et tout, c'en est une autre. Euh, je pense qu'un exemple plutôt clair de mon côté, c'est que typiquement, je suis rentré en long à 1326, je me souviens, ici sur Ether. Mon stop était genre là ou un truc comme ça. Et j'ai gardé le trade sur toute cette hausse, tu vois. Mentalement, garder un PNL, un PNL latent aussi énorme par rapport à ce que je risquais, c'était difficile mentalement. Tu vois, d'autant plus quand on est revenu ici près de mon entrée, mais j'ai su hold. Et même chose, j'ai coupé ma position, je crois, ici, mais ma vraie target était à 2400. Ça se trouve, on va repartir, et en fait, j'aurais dû juste respecter mon plan initial. Donc, voilà, à quel point c'est difficile d'exécuter, parce que, voilà, imaginer des trades, et même refaire des graphes a posteriori et dire j'aurais dû prendre ça ou j'ai pris ça, voilà, c'est facile à dire. Mais rentrer dans le concret, poster des trades, les partager et être transparent sur ça, c'est un autre job
Et en vrai, je comprends à quel point c'est difficile et je comprends qu'il y ait plein de gens qui ne veuillent pas prendre ce risque-là de partager, tu vois. Bah, tu Donc, peux vite perdre en moi-même, ça crédibilité met si une ça va pas dans ton sens. Hein. Ouais. Ouais, et puis Ça, en moi-même, fait. tu vois, ça me met une pression. C'est-à-dire que même si j'ai réussi à bien performer sur les 8-10 derniers mois, c'est dur mentalement de se prendre, je sais pas, à 6, 7, 10 trades de suite où tu vas prendre des petites pertes. Alors que jusqu'à maintenant, tu vois, j'ai eu quasiment aucun mois négatif et ils étaient tous extrêmement positifs en fait. Donc, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis voilà. Et à noter de faire ce petit live plus court, j'ai quand même le cerveau un peu plus éveillé, hein, me concernant. J'avoue que. Bref. On stream plus tôt, donc on est un peu plus en forme, je pense. Il y a aussi de Mm. ça. Donc voilà. Peut-être 2-3 points que tu voulais aborder avant qu'on passe à la technique. Non, je vais voir ça après la technique. De toute façon, format, après, on va parler de pas mal de fondas gaming Web3, d'actualité, et c'est tout. Donc, je te laisse avancer sur la technique. J'ai besoin que tu me rassures parce que j'ai l'impression, non pas que, en fait, c'est terrible en ce moment. Est-ce qu'on m'entend? On Je t'entend. n'entends plus Capette. On n'entend plus, Capette? Vous m'entendez plus, vous êtes sûr? Moi, je t'entends. Moi, je t'entends. C'est toi qui m'entends plus. Ah, il a eu une panne de connexion, je pense. Il va revenir. Non, non, vous inquiétez pas. Ça, c'est une panne de connexion. Regardez, la caméra, elle a frisé. Ok, est-ce que vous m'entendez? Je crois que j'ai Ouais, un bug de on connexion. t'entend. T'as eu un bug de co. Ok, bon. Rien de méchant, ça n'a pas duré longtemps. Ok, parfait. Bon, peux je pense attaquer. on est ready pour la technique. Donc, hello à tous. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur la chaîne Coin Academy ou même ma propre chaîne. Oula, c'est... on commence sur les chapeaux de roue. Donc, pour faire un point sur le marché, tout simplement, qu'est-ce que j'avais en tête, qu'est-ce que je regardais Eh bien, sur BTC, en fait, on est dans un ultime chop. C'est-à-dire qu'on là, en fait, on est en train de faire sortir tout le monde. C'est-à-dire que, pour faire très simple, pour moi, on a un range qui est très clair, qui est ici entre les 26 500 et les 27 500. Je pense que visuellement, c'est assez clair. Je pense qu'on le voit, vu le nombre de rebonds qu'on a eu sur le bad range ici, et le nombre de rejets sur cette résistance ici. Je pense que c'est plutôt clair. On a fait une déviation en dessous, on a réintégré, on a poussé dans l'autre sens. On a fait une déviation au-dessus, on a réintégré. On a été dans l'autre sens, chercher la borne opposée. Donc en fait, en gros, juste, on joue avec nos couilles. Là, actuellement, on essaye de faire sortir un maximum d'acteurs, dont moi. Personnellement, je suis rentré sur BTC autour de ce prix-là. Je suis sorti autour de ce prix-là. Donc j'ai pris une petite perte sur le spot. Acheter le top et vendre le bottom, c'est pas dans mes habitudes, mais ça arrive. En gros, moi, mon scénario, personnellement, c'était que justement, en fait, on avait cassé ce range ici et qu'on avait fait une déviation par le bas pour réintégrer et qu'à ce moment-là, bah, en fait, on avait sorti un maximum de vendeurs et que maintenant, bah, on mettait tous les shorters ici en PLS pour les squeeze et derrière pousser véritablement plus haut. D'ailleurs, quand je suis rentré en position ici, il y avait plusieurs choses qui me donnaient pas mal de conviction. Il y avait le fait que, eh bien, on ait une clôture weekly qui soit au-dessus du niveau qui m'intéressait. Donc, personnellement, j'avais un niveau weekly autour des 27 560 qui était extrêmement important pour moi à casser. C'est une zone sur laquelle on a trouvé du support ici, qu'on a utilisé comme résistance. Et moi, je me suis dit, en fait, si on clôture au-dessus, et tant qu'on ne repasse pas en dessous, tant qu'on n'arrive pas à avoir de l'acceptation sous cette zone ici, bah, je pense que l'upside peut être assez intéressant, c'est-à-dire que globalement, je risque ça pour gagner ça, voire même bien plus en fait. Donc, pour moi, le risque-reward était assez intéressant. Je pense que c'est même bien plus que risquer 1 pour gagner 3 d'ailleurs. On avait les EMA weekly qui étaient cross à la hausse. En une journée, on était en train de cross justement celle-ci. Je me disais que bah, tant que cette zone ici tenait, ou même si on poussait en dessous, j'espérais qu'on rattrape cette clôture weekly et qu'au final on finisse avec une mèche qui nous permette d'avoir le corps de la bougie au-dessus des 27 600. Et au final, bah, comme je te l'expliquais juste avant, en fait, on est encore dans ce chop ici entre les 27 500 et les 26 500. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, alors évidemment, c'est toujours sauvable par les boules, c'est le fait que bah, on a eu cette occasion ici de pousser plus haut et qu'au final, on réintègre encore le range et qu'en plus de ça,
on a eu pour moi des clôtures qui sont assez basses. Bon, évidemment, des clôtures assez basses, mais on tient le bas de range ici en daily. Je pense que tu le vois ici, support en daily, encore support en daily, ça tient. Résistance en daily, ça tient. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire de mon côté. Je pense que voilà, tant que on est amené à tenir genre ces deux zones grises, et tant qu'on casse pas dans un des deux sens, on continue dans ce gros chop, dans ce ping-pong entre les deux bornes, où on a eu justement des excès en dessous et au-dessus. Moi, le fait qu'on ait dump aussi bas ici, honnêtement, c'était pas dans mes attentes en tant que bull, et donc ça me fait un petit peu chier. Mais en même temps, on peut pas ignorer le fait qu'on ait bien rebondi, que la clôture weekly, si elle clôture comme ça, elle est encore potable, qu'on n'a pas cassé ce niveau ici d'ultime support et de bad range, et qu'on n'a pas clôturé en dessous. Et en fait, surtout, ce qui est assez marquant de moi de mon côté, c'est la force en fait de Ethereum par rapport à Bitcoin. Dans le sens où, en fait, si tu regardes ici sur Ethereum, eh bien en fait, on avait ce range ici en daily, qui était le range équivalent en fait sur BTC entre 26 500 et 27 500. Sauf qu'en fait, ce range sur Ethereum, on l'a cassé par le haut, mais on l'a tenu. C'est-à-dire que sur BTC, en fait, on a fait de la chasse dans les deux sens, c'est-à-dire on a poussé au-dessus, et puis derrière, on a réintégré, et juste avant, on avait poussé en dessous. Sur Ethereum, on marque beaucoup de force, parce que, bon, certes, on a un peu poussé en dessous, mais on n'avait pas perdu support, on n'avait pas eu de l'acceptation en dessous. On a cassé par le haut, et on a parfaitement retesté ce haut du précédent range, donc qui était entre ces deux bornes ici, en tant que support. De plus, si on regarde, on va évidemment voir et attendre la clôture hebdo de cette fin de semaine, mais tu vois, une clôture comme ça où on visite pas mal de prix et au final on clôture assez haut et tout est racheté, bah pour moi c'est difficile d'être ultra pessimiste. Alors il faut doser, comme toujours, et par exemple quelque chose qui nous permet de nuancer, c'est le fait que eh bien, on soit de retour justement en weekly sur la grosse résistance des 1950-2000 $, pour faire très, très simple. C'est la zone où on a eu du support ici, on a flip en résistance, c'est la zone qui nous a servi de résistance lorsqu'on a rebondi tout simplement, c'est la zone qu'on a utilisée à nouveau comme résistance lorsqu'on est repassé en dessous, donc ça nous montre qu'on a eu du rejet et que c'était ça qui allait pousser bien plus bas. Mais là, ça semble tenir en fait. Donc en soi, c'est assez bizarre, mais je suis beaucoup plus bull sur Ether que sur BTC. Et en fait, ce qui me rend limite bull sur le marché actuellement, c'est Ethereum en fait qui lead la charge, qui prend les devants, et qui, j'ai l'impression, fait tenir aussi BTC. C'est-à-dire que si on n'avait pas un Ethereum aussi fort, je ne sais pas si par exemple BTC serait à ce niveau de prix actuellement. Donc dans tous les cas, vous l'aurez compris, moi, personnellement, je suis assez optimiste sur Ethereum tant qu'on tient les 1845-1850. Je pense que, personnellement, on a eu le retest qu'on devait avoir. C'est-à-dire qu'ici, on a notre range. Ce haut de range était une résistance. On l'a retesté ici en tant que support, donc le flip est fait. Et pour moi, cette zone, on doit pas la retester. C'est-à-dire que, en fait, si on a une consolidation globalement de 2 semaines dans laquelle on fait du ping-pong et qu'on pète dans un sens, qu'on reteste parfaitement cette zone en tant que support, pour moi, si on la reteste, c'est un énorme manque de faiblesse et je vois pas d'argument pour retester cette zone et rester bull. C'est-à-dire que, pour moi, si on reteste cette zone, ça n'a pas vraiment de sens, sachant qu'en fait, on l'a déjà retesté. Ce prix-là devait être retesté, on l'a retesté. Pourquoi y retourner? Pour moi, ça marquerait une vraie volonté bear et d'enchaîner par le bas. Donc, personnellement, je pense chercher des longs tant qu'on tient cette zone ici sur Ethereum. Mais c'est évidemment à nuancer avec le fait que Bitcoin est dans son range et marque un petit peu plus de faiblesse que Ethereum. Donc, j'ai des signaux qui sont mixtes. On n'a pas un BTC et un Ethereum qui sont hyper alignés, dans le sens où BTC, je le trouve pas ultra bull actuellement, mais Ethereum, je le trouve très bull, malgré le fait qu'on soit sur une grosse résistance, ou en tout cas qu'on n'en soit pas loin. Et donc, c'est assez mitigé. De même, en fait, ce qui m'inquiète aussi un petit peu sur le marché, et c'est ce que j'expliquais en vidéo, c'est que, en fait, sur le S&P, on a cassé une énorme résistance ici en weekly, et on a certes fait un petit piège sous cette résistance lorsqu'on l'a retesté, on nous faisait croire une réintégration, mais au final, on a récupéré cette zone ici, on l'a parfaitement tenue en weekly, et derrière, on l'a retesté à nouveau, et on est parti. Donc là, en fait, on a un S&P qui a énormément de force, qui est en train de casser vers le haut,
Et on a des cryptos en fait qui suivent pas. Enfin, alors, elles suivent pas. Il y a Ethereum qui suit, dans une certaine mesure, mais tu as un BTC qui galère. De même, alors, on a eu un pump and dump sur l'euro-dollar, c'est-à-dire qu'on a eu une très belle réaction et puis derrière on a redump, mais voilà, on est sur une grosse réaction de l'euro contre le dollar. C'est possiblement une zone sur laquelle justement l'euro doit reprendre de la force contre le dollar. Et c'est surtout, à l'inverse, une zone sur laquelle le dollar a montré de la faiblesse. Donc moi, ça m'étonne assez de voir un BTC qui galère, alors que en fait, t'as un S&P et les Riscon qui reprennent de l'appétit. Tu vois, genre des valeurs tech vraiment qui sont en train d'exploser, la Nvidia, même Facebook qui a énormément rebondi depuis son bottom. Donc t'as un S&P, donc les Riscon qui sont forts. T'as un dollar qui s'est relativement affaibli en horaire, en tout cas ces 3-4 derniers jours. Et t'as un Ethereum qui est fort. Donc moi j'arrive pas à comprendre actuellement pourquoi BTC ne pump pas et n'est pas, par exemple, préserver cette zone ici. Évidemment, ça se trouve, on va pumper ce soir et nous faire clôturer en weekly et nous faire croire, enfin, bien au-dessus de cette zone ici, et nous faire croire qu'il ne s'est rien passé. Mais voilà, ça m'a un petit peu retiré de la confiance que j'avais dans ce breakout sur Bitcoin. Et donc, ouais. Petit truc, Léo. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on s'est connu sur le bull run de 2017, tu avais un peu l'imprimante Tether. À chaque fois que ça imprimait du Tether, ça poussait le Bitcoin. Pendant le bull run, c'était un peu FTX, tu vois. FTX qui crachait de l'argent dans tous les sens, avec la compétition avec Binance, et ça poussait tout le monde. Aujourd'hui, on n'a plus les leviers à plein d'endroits. On n'a plus FTX. Qui va être le prochain gourou de marché qui va hyper tout le monde, en fait? On n'en a pas eu besoin pour passer de 15 000 à 30 000, hein, tu vois. Oui. Pour moi, on n'a pas besoin de gourou de marché. Je pense que la narrative sur Bitcoin, elle est bonne, surtout quand tu vois des banques faire faillite, que tu vois la dette américaine, le plafond de la dette américaine qui est relevé, donc ça ouvre la boîte de Pandore pour faire un peu n'importe quoi. Je pense pas qu'on ait forcément besoin d'un gros acteur pour pousser le marché. Je pense évidemment qu'il faudra un retour de l'intérêt du public pour pousser pour arriver dans une phase euphorique, mais tu vois, je pense qu'on peut arriver à 50 000, 60 000 dollars sans qu'il y ait nécessairement énormément de particuliers qui poussent le prix. Je pense que les particuliers arrivent plutôt tardivement et qu'on peut pousser sans ça. Mais moi, ouais, c'est ça qui m'étonne, c'est que on a les Riscon qui reprennent de l'appétit. On a perdu Capette. Okay. On a les Riscon qui reprennent de l'appétit, qui reprennent des forces. Un dollar qui s'affaiblit légèrement. Et on voit Ether qu'en profiter. Donc personnellement, moi, mon plan, il est assez simple. Tant qu'on est entre les deux bornes ici sur BTC, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est essayer de vendre celle en haut ou acheter celle en bas. Ça, c'est ce que je dirais si je tradais un range de manière standard. Moi, pour le coup, j'ai tendance à croire que en fait, j'ai pas envie de trader ces zones-là. J'ai pas envie. En fait, quand j'y pense, j'ai pas envie de trader ces zones-là. Parce que en weekly, si on retourne genre aussi bas, je pense que ça nous expose à bien plus de downside. Et je pense que en weekly ou même en daily, si on commence à avoir des clôtures autour des 27 500, 27 700, ça nous expose à beaucoup plus d'upside. Donc, je pense ne pas véritablement vouloir trader une de ces deux bornes-là, mais plutôt attendre qu'on ait une direction claire et une consolidation, un truc qui tient, et essayer de trader peut-être un peu plus tardivement sur des unités, des unités de temps inférieures, je sais pas, en style en 30 minutes, 1 heure, et essayer de jouer de la continuation dans un sens ou dans l'autre. Mais pour moi, trader les bornes du range actuellement, ça me donne pas envie, très sincèrement. J'ai pas envie d'acheter le bas, j'ai pas envie de vendre le haut. C'est bête à dire, mais pour moi, encore une fois, ça fait très longtemps qu'on est dans ces prix-là. On perd en volatilité, même si on a eu un pump et un dump, mais je pense que le range est assez mature pour véritablement donner une vraie direction. Et l'élément pour confirmer ça, c'est que justement Ether est déjà parti, et que Ether est dans cette dynamique haussière tant qu'il tient ses lows ici, et que je vois pas vraiment l'intérêt de me positionner sur les bornes du range. Je pense plutôt attendre une cassure sur BTC. Mais donc voilà, c'est une semaine assez bizarre où on a pumpé, on a fait de belles confirmations haussières et au final on a réintégré, on a redump,
c'est vraiment du chop et ça match vraiment en fait le tweet que j'avais fait tout à l'heure sur mon Twitter donc avec le gif de machine à laver. En fait, j'ai vraiment l'impression que là, on essaye de faire sortir un maximum d'acteurs avant le vrai move et que juste on en profite pour liquider un maximum de personnes qui se placent sur des unités inférieures ou qui se positionnent avec des clôtures juste weekly, etc., comme moi j'ai pu faire. Donc on va voir. Personnellement, je reste patient, mais voilà, je suis encore en attente sur BTC et par contre sur Ethereum, j'ai beaucoup plus de conviction. J'ai une question pour toi, Léo. Est-ce que tu peux superposer la chart de Bitcoin et celle de l'action Coinbase, qui justement aurait tendance à être corrélée, je dirais? Ouais, après, franchement, pour moi, c'est inintéressant de trader Coinbase. Non, mais c'est plus un indicateur que de le trader, en fait. Je pense pas que c'est vraiment un indicateur, en vrai. Enfin... Donc, en orange, vous avez l'action Coinbase, et en noir, vous avez le Bitcoin. Et vous voyez que Coinbase sous-performe très largement le Bitcoin, et pour moi, c'est pas très intéressant d'investir sur Coinbase. Enfin, en tout cas, c'est la vision que j'ai. Alors, certes, je peux dire ça et derrière avoir une action qui monte, etc. Mais si je devais m'exposer à quelque chose, je pense plutôt vouloir posséder mes bitcoins et m'exposer au marché via Bitcoin que de hold les actions d'une société dans laquelle j'ai pas forcément une énorme conviction, tu vois. Donc, c'est la même chose que Grayscale, en fait. Enfin, pourquoi investir dans Grayscale qui hold des BTC alors que je peux juste du BTC moi-même, avoir accès au fonds et surtout avoir un actif qui, en général, surperforme ces sociétés-là. Donc voilà, personnellement, comme tu l'as compris, pas mal d'indécisions de mon côté sur BTC. J'attends des choses un peu plus claires. Sur Ethereum, je suis plutôt bull. Je pense jouer des longues tant qu'on tient cette zone ici des 1845. Pour moi, on ne doit pas la retester. Si on la reteste, je m'attends à un giga dump et probablement retracer sous les 1700 $. Et tant que ça tient ici, je pense qu'il y a pas mal d'upside à aller chercher et je pense qu'on peut même faire un nouveau sommet en weekly sur Ethereum. Évidemment, il va falloir se confronter dans un premier temps à la zone des 1935-1960 $ ici sur Ethereum. Mais si jamais on arrive à déborder cette zone et tout, je pense que c'est pas impossible qu'on parte en fait. Donc, en tout cas, techniquement, c'est ce que le graphe me dit. Je vois pas de raison d'être pessimiste en fait sur Ethereum tant qu'on tient cette zone ici. Alors qu'on peut avoir le pessimisme du fait que BTC soit faible et que lui il a pas cassé le range et que s'il pousse vers le bas, Ethereum risque de le suivre. Mais voilà, et je pense que le ratio parle pour lui-même. Voilà, sur Ethereum contre BTC, on a vraiment poussé, on a reclaim le milieu de range a priori. Il va falloir voir comment on clôture cette semaine, mais si on clôture cette semaine comme ça, tant qu'on tient cette zone orange, je suis assez optimiste sur Ether et je pense qu'il y a moyen de retester le haut de range. Et si on reteste le haut de range, ça fera tellement de fois qu'on l'a retesté que je pense que la prochaine fois qu'on ira, ce sera pour le péter. Donc, ça peut fuel pas mal d'upside sur Ethereum parce que on se rend pas compte, hein, mais ce range sur le ratio Ethereum contre BTC, c'est un range qui dure depuis 765 jours. Donc ça fait un peu plus de 2 ans, quoi. Ça fait 2 ans qu'on range sur ce ratio-là. Alors certes, il y a de la volatilité dans ce range. Hein. C'est un range qui nous permet, si on l'achète vers le bas et qu'on le vend en haut, de prendre 30%. Mais voilà, je me dis que cette consolidation, tôt ou tard, va devoir avoir une fin. Et donc voilà, en tout cas, assez optimiste sur Ether et pas mal de scepticisme de mon côté sur Bitcoin. Pour autant, on a eu des choses intéressantes sur les alts. C'est ce que je regarde ici avec mon screener. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est un screener qui est entièrement gratuit. C'est tout simplement un dashboard, moi de mon côté, qui me permet de surveiller la performance des altcoins avec une certaine capitalisation. Donc j'enlève toutes les merdes, j'enlève les stablecoins, etc. VS l'USD et VS le BTC. Et on voit tout simplement que sur les 24 dernières heures, on a un Solana qui prend plus 5%, et surtout sur les 7 derniers jours, on est à plus 10%. On peut même juste trier ce qui a performé dans les 7 derniers jours. Dans les top performers, on a ING, XRP, Aptos, dont je vous parle depuis un moment, Lido, Solana. On a aussi Litecoin qui pète bien.
à plus 8% sur les 7 derniers jours. Donc toutes ces cryptos-là, globalement, c'est des cryptos qui, malgré l'indécision sur BTC, arrivent à surperformer tout simplement Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, ce qui me tape pas mal dans l'œil, très sincèrement, c'est Litecoin, Solana, Aptos et ING. Solana, il me tape beaucoup dans l'œil, tout simplement parce que je trouve que le setup graphique me parle, en fait. Je sais pas si tu peux bien voir mon écran, mais du On coup, voit très bien l'écran. sur Solana, on a cette downtrend. Alors, je trace rarement des Oh. lignes de tendance, mais on a quand même pas mal de points de contact, tu vois. Genre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, tu vois, on en a pas mal. Bon, c'est pas la meilleure trendline, mais elle est ce qu'elle est. Attends, mais Et c'est surtout, Crypto Yoda ou Crypto Picsou là Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a ce range ici entre les 26 et les 20 dollars. Et en fait, on a été chercher tous les stops que moi j'attendais. J'attendais à ce qu'on aille justement chasser les stops sous ce niveau-là et qu'on réintègre le range pour être bull. Et c'est exactement ce qu'on a eu avec un retest parfait. Donc, entre cette trendline et le fait qu'on vient d'avoir une déviation sous le range et qu'on a réintégré, pour moi, quand on a une déviation et une réintégration, l'objectif, c'est la borne opposée. C'est les 26 dollars. Et si les 26 dollars cassent, en fait, ça nous amène autour de l'ultime résistance des 30 dollars, qui est globalement le prix qui nous a fait tenir avant le gros crash FTX. Sauf que, en fait, pour moi, si on pète vers le haut cette consolidation, genre, je vois pas les 27, 28 dollars tenir, en fait. Pour moi, genre, on va juste partir, en fait. Et juste, genre, se téléporter tout simplement autour des 47, 50 dollars. En tout cas, c'est d'ailleurs un des trades que j'avais pris sur le spot, que j'avais partagé sur Nested et sur le Discord. Et donc, moi personnellement, je me suis réexposé un petit peu à Solana. J'en ai acheté un peu plus par rapport à ce que j'avais sur mon bag initial. Évidemment, c'est à condition que BTC ne casse pas son range par le bas, qu'Ethereum tient son low dont je vous parle autour des 1835, je crois, quelque chose comme ça de tête. Mais je trouve Solana très intéressant. Et si je devais regarder le graphe en inversé, qu'est-ce que je vois? Je vois tout simplement une zone qui a servi de résistance à de multiples reprises. On a été chercher tout simplement au-dessus de ces highs et que, eh bien, on a réintégré sous cette résistance avec un retest parfait. Donc, je vois pas de raison qu'on pousse pas dans ces zones-là. Enfin, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on aille chercher plus bas en inversé, donc plus haut en standard. Et donc, je suis assez optimiste sur Solana. Même si on regarde en 30 minutes, ici, on arrive à faire un nouveau high, tout simplement, sur Solana, alors que sur BTC, on n'arrive pas à faire un nouveau high. Donc, on a un Solana, tout simplement, qui prend beaucoup de force contre BTC et qui, même dans une période d'indécision, arrive à performer. Donc ça, c'est assez sympa. Après, il faut noter qu'en weekly, contre BTC, Solana a pris extrêmement cher. Mais là, on est en train de consolider, on est en train de tenir un support. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais ça se trouve, on va retracer un petit peu. Et le fait de retracer, ça nous fera peut-être prendre 20 ou 30% sur la paire, sur la paire BTC. Et donc, si on prend 20-30% et que BTC tient, ça peut, ou même que BTC pousse un peu plus haut, ça peut nous permettre de pousser bien plus haut. D'un point de vue Litecoin, je le trouve aussi très intéressant dans le sens où, je pense que tu le vois, on a un énorme range ici entre on voit de la force. Hein, ouais, on quand voit tu énormément de dézoomes. force. Et alors, faut pas oublier que Litecoin a sous-performé l'entièreté du marché pendant extrêmement longtemps. Donc ça, il faut pas le nier. Mais je pense qu'il faut pas, comment dire, il faut pas oublier la narrative qu'on va avoir de plus en plus avec la halving de Litecoin. C'est-à-dire qu'on a un Litecoin qui va avoir sa halving dans 2 mois, quelque chose comme ça. Si vous allez dans outils, compte à rebours Litecoin, vous avez le compte à rebours d'ailleurs. Donc on est à 61 jours, donc 5 août. Et donc en fait, ma conviction personnellement, c'est que on est à 60 jours à peu près de la halving. Si on doit pump, c'est maintenant. Je pense qu'il y a un monde où 1, 2, 3 semaines avant le halving, peut-être que ça se calme ou qu'on trouve un top de marché, je sais pas. Mais dans tous les cas, si on est à 60 jours de la halving et qu'il doit y avoir un pump, ça doit pump maintenant. Parce que autrement, genre, quand est-ce que ça pumperait? Genre, je vois mal le Litecoin ne rien faire et pump du jour au lendemain juste avant la halving, genre 2 jours avant. Enfin, ça n'a pas trop de sens. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui achètent et qui jouent cette narrative-là. Et que si jamais le prix stagne ou n'est pas assez satisfaisant et qui ne confirme pas cette narrative au niveau du prix, je pense que les gens sortiront et à ce moment-là, ça créerait pas mal de panique. Donc personnellement, je suis assez optimiste sur Litecoin quand je vois son graphique ici. Je pense qu'il n'y a plus vraiment lieu de retourner sous les 85-88 dollars
si on est vraiment en mode full pump d'ici la halving. Donc évidemment, on peut avoir un retracement et tout tenir, mais voilà, pour moi, on ne doit plus avoir de clôture sous les 85 $. Si on a des clôtures en dessous des 85 $, je pense que la narrative est foutue et qu'en fait, tous les gens qui ont acheté avec l'espoir de réaliser des bénéfices avec la narrative halving sortiront et créeront justement une forte pression vendeuse en fait. Donc, Je suis en train de gros range regarder assez là. intéressant. Et d'un point de vue objectif, en fait, on n'a toujours pas retracé les 38% de toute cette baisse en fait, depuis le top absolu jusqu'au bottom, alors que c'est un retracement assez standard. Et puis, si on trace les 38% de retracement, tout simplement depuis ce high-là, donc si on prend le moment le plus récent en weekly, bien ici je suis autour des 137. Autour des 137, on a cette grosse résistance. Visuellement, je pense qu'elle est très clean. Cette résistance des 100 $, je pense qu'on va la casser, très honnêtement. On a déjà eu genre deux tests ici, c'était un support, et puis derrière ça lead à une accélération à la baisse. Ici, on a vu que c'était parfaitement une résistance. Je pense que si on la casse, il y a probablement rien avant les 135. Et après, la question, ça va être est-ce que les 135 tiennent ou est-ce qu'on a une euphorie jusqu'aux 180? En tout cas, moi, personnellement, c'est les deux zones que je tiens. Personnellement, il faut absolument qu'on reste au-dessus des 84-85 $. Et tant que le prix tient, en fait, au-dessus de ces 85 $, je pense qu'on peut facilement casser les 100 et arriver vers 140, voire 180. Donc, en fait, le risk-reward est plutôt bon. Genre, moi, si je voulais pas me prendre la tête, pas avoir à chercher des setups et tout, je pense que je ferais un truc comme ça. Même si je me ferais stop, genre en bad range, je m'en fous parce que la narrative, elle est tellement forte que on doit pump vite et fort. Ça se trouve, BTC donnera pas la chance à Litecoin de shine, de briller et donc de pousser plus haut. Mais d'un point de vue risk-reward, ici, on est sur un 3 de risk-reward pour les 137. Et genre pour le deuxième objectif, ici, on est autour des 6 de risk reward. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Est-ce qu'on atteindra les deux objectifs ou un seul? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on atteindra aucun objectif? J'en ai aucune idée. Mais moi, c'est à peu près ce que j'ai en tête. Et c'est ce dont j'ai essayé de profiter jusqu'à maintenant, tout simplement. Donc voilà. Et je parle pas... Enfin, je suis pas dans une logique de « Ah, il y a la narrative, donc il faut que j'achète ». Je suis dans l'idée que il y a cette narrative et en plus de ça, le prix est fort. Et donc, quand en fait, tu as les deux qui s'alignent, en général, c'est assez intéressant et ça te permet d'avoir un peu plus de conviction dans ta prise de risque et ton exposition au marché. Donc, évidemment, marché incertain, mais c'est ce que je vois sur Litecoin. Et dans les autres choses qui étaient assez intéressantes, on a Aptos et INJ. Aptos, ça fait longtemps que je vous en parle. Et je pense que vous pourrez confirmer dans le chat. Mais ce que je disais, et j'en parlais depuis un moment, c'est qu'en fait, on avait eu ce méga pump. Et que pour moi, en fait, retourner en reload zone, acheteuse, et avoir plus personne parler de Litecoin, ce serait vraiment une bonne nouvelle. Je crois que j'en ai parlé dans au moins, allez, 5-6 émissions, facile. Et t'étais là d'ailleurs. Et donc, depuis ce gros pump, en gros, j'étais en mode, juste j'attends qu'on retrace dans cette zone. Ici, on a retracé, on a posé un beau W, une petite consolidation. Alors, est-ce qu'on est parti pour de bon? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, Aptos, je surveille parce que on a eu un gros pump, une énorme hype. On a quelques liquidités qui s'accumulent ici parce qu'on n'a pas été chercher ces highs qui derrière ne chassent pas les précédents. Donc en fait, on a potentiellement une accumulation des stop vendeurs et des gens qui laissent leur swing vendeur tenir. Et puis on arrive sur 61-70% de retracement de toute la hausse, qui est une bonne zone de retracement côté acheteur pour défendre une tendance. Et ici, quand on est en weekly, pour défendre potentiellement un cycle et un higher low en weekly, pour derrière poursuivre dans cette dynamique haussière et continuer à faire des higher lows et des higher highs. Donc à voir si on fait ça, mais en tout cas cette zone elle est intéressante pour moi d'un point de vue spéculateur et d'un point de vue bull et d'un point de vue investisseur. Et puis on verra ce qu'elle nous donne. Évidemment il faut des confirmations, il faut des setups pour prendre ces trades là, mais moi j'ai bon espoir que Aptos retrace. Je pense qu'un premier objectif ce serait les 11 $, qui est une grosse zone de support, une zone qui a été retestée et sur laquelle on a quelques highs à chasser. Puis un deuxième objectif, je pense que serait d'aller chasser au-dessus des 13,5. Je pense qu'il y a des choses assez intéressantes, ce qui laisse pas mal d'upside. Donc à surveiller de près, Aptos, tout simplement.
Et après, il y a XRP aussi qui reprend des forces. Après, j'ai pas trop regardé la charte de XRP, très honnêtement. Ok. XRP, je crois que c'est pas mal, hein. Bah, en fait, j'avais pas vu que j'avais un graphe, hein, mais il doit dater. Mais en gros, on a ce haut de range, ce bas de range. On a retesté parfaitement le milieu de range comme support. Là, on reteste à nouveau le haut de range. Si on casse le haut de range et qu'on pousse, bah, je pense acheter et mettre un stop loss si jamais on réintègre. Mais voilà, un gros range qui dure depuis un an. Et on a la décision de la SEC qui risque d'arriver soon. Euh, donc, euh, donc, je pense que c'est intéressant, en tout cas graphiquement. Si on arrive à casser les 0,55 et qu'on les tient, je pense qu'elles vont être poussées bien plus haut. Et d'un point de vue objectif graphique, qu'est-ce que ça donnerait? Mais ouais, j'avais oublié à quel point XRP était clean, hein, très honnêtement. Ouais, je pense que un bon objectif. Alors attends, je regarde vite fait. Mais là, tu commences à m'intéresser vraiment, Léo, parce qu'en fait, tu nous montres du Litecoin, tu nous montres du XRP. Le next, tu vas nous montrer du XLM, c'est-à-dire que tous les grosses capitalisations dinosaures de 2017 font des beaux setups. Après, c'est parce qu'on a aussi des narratifs derrière, tu vois. Mais ouais, alors je remercie juste Kylo Ren pour les 19 mois. Merci beaucoup. Performer pour le 28e mois et Jérém pour le 23e mois. Merci beaucoup, les potes. Ça fait extrêmement plaisir. Mais ouais, clairement des coins dinosaures. Mais voilà, donc moi personnellement, mes deux objectifs à court terme, ce seraient les 72 centimes et les 93 centimes sur XRP. Je pense qu'on doit prendre ces highs ici. Et puis, pour être un peu plus conservateur, il y a cette grosse zone de résistance ici à aller chercher. Mais moi, je vois bien un XRP pousser. Évidemment, il faut voir si on casse ici, si on tient cette zone et qu'on n'arrive pas à réintégrer en dessous. Genre, techniquement, si on faisait un truc comme ça, ce serait vraiment dégueu. Il faudrait qu'on pousse et qu'on parte assez rapidement. Mais voilà, XRP, je me le mets à ma liste parce que tout simplement, je l'avais pas dans ma liste et j'ai vu des gens assez pertinents en parler, notamment comme Crypto Donald avec Technical Roundup. Et je m'y suis pas attelé. Je regardais un petit peu les vidéos, mais j'ai pas regardé le graphe de mon côté. Et j'avoue qu'en weekly, voilà quoi, en weekly, c'est très sympa. Donc, affaire à suivre. Je pense que c'est tout pour la partie technique, vu que tu voulais faire un format peut-être un peu plus court. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça aura été clair. Et puis, on passe à l'actu. Tu peux juste montrer XLM 2 secondes, juste voir la gueule de la charte et après on enchaîne. Pour Par moi, pure ça a pas. curiosité. Peut-être ça peut un peu, hein, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de rapport. Dans le sens où il n'y a pas de narratif derrière XLM, tu vois. Genre, c'est vraiment Il y a moins faible. de Pour l'instant, force. Ouais. montrer un, c'est franchement pas très intéressant. Ok, très bien. Très bien. Eh ben écoute, on va pouvoir passer à la suite. C'est parti, je partage mon écran. Il y a quelqu'un qui est dans le chat qui dit est-ce que ce ne serait pas assez gros Nisosaur de lancer le prochain bull run? Personnellement, je pense que non. Je pense que c'est juste un contexte qui fait que, voilà, tu vois, t'as Litecoin avec la halving, t'as XRP avec le procès. Je pense que c'est plus un alignement des planètes pas très volontaire que une véritable narrative autour des coins dinosaures actuellement. Après, peut-être que je manque certaines choses. Peut-être qu'il y a d'autres coins dinosaures qui sont en train de pump et que j'ai tout simplement pas regardé via mon screener. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois actuellement. Je vous mets dans le chat la chaîne de Coin Academy. On a quasiment les 6000 abonnés. Si vous écoutez la rediffusion, bah, je vous invite à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On envoie du contenu régulièrement, que ce soit donc les rediffs de ces masterclass, le format condensé de ces masterclass, des interviews quand il y en a. On va reprendre après notre petit voyage à Lisbonne. On a des contenus dédiés, par exemple une comparaison entre les DEX et les SEX avec un petit tuto DYDX. On a une vidéo dédiée à Kive. Et voilà, on va avoir d'autres contenus qui arrivent. Je vais aussi lancer une chaîne crypto personnelle sous peu. J'en fais le teasing rapidement. C'est Capet Crypto. Voilà. Bon, elle apparaît même pas encore. Donc, on va juste taper Capet Crypto ici. J'ai pas encore publié de contenu. Donc, c'est vraiment early chez early. J'en ai pas fait la com plus que ça parce que tout simplement, j'attends de mettre une petite bannière et mettre du contenu. Mais ça arrive pour envoyer un petit peu plus recycler les lives que je fais parce que tout le monde ne les voit pas, avoir des condensés de ces lives-là, avoir des contenus moins prises de tête, peut-être moins montés, mais plus réguliers pour justement balancer plus de contenu parce que je sais que le marché il est plus mou en ce moment et qu'il y a un désintérêt qui se fait de votre côté. Alors que c'est dommage parce que je pense sincèrement que c'est là
C'est vraiment là où il faut commencer à placer ses billes. C'est mon avis. Après, je suis pas devin. Hein. Donc, Allez vous abonner écoutez, les potes, ça ferait plaisir. Franchement, je pense que Capet, il a dû le renvoyer sur YouTube concernant les cryptos. Je pense que ça fait un moment que tu parles un petit peu de crypto sur YouTube, mais plus via ta chaîne ouais. qui englobe tout. Et là, je pense que ça pourrait être l'occasion de Et publier puis moins encore se plus prendre la de tête contenu. Ouais. surtout. Ouais. Et moins être dans, vas-y, il faut que je fasse un truc vraiment clean, machin, un truc. Non. Non, c'est pas que je veux pas faire du pas clean, mais juste des fois, tu prends des points clés, tu pars en full impro, tu parles, t'envoies, comme on le fait en live, et vous voyez, les lives, ça vous plaît, ça se passe super bien, donc voilà. On va commencer rapidement par l'actualité. J'ai plein de choses à vous présenter, donc je vous propose qu'on enchaîne rapidement. On va commencer déjà avec Binance qui déliste des cryptos confidentiels dans plusieurs pays. Alors les pays qui sont la France, l'Italie, la Pologne et l'Espagne. Et quand on parle de crypto anonymes, pour le coup, on parle aussi bien des crypto anonymes avec du coin mixing à l'intérieur, comme le Dash ou par exemple eh bien, le Monero, mais aussi des coins avec du Zero Knowledge Proof. Et ça casse vraiment la tête. Ça casse la tête parce qu'en fait, là, si vous voulez, c'est une décision politique qui a été prise de la part de Binance pour faire plaisir aux régulateurs. Sauf qu'aujourd'hui, on s'attaque à des coins qui se marketent comme anonymes, mais qui des fois ne proposent que du Zero Knowledge Proof. Mais ça veut dire que potentiellement, tous les ZK Rollup pourraient passer dedans. Et ça, franchement, ça m'embête. Alors, je comprends que Binance le fasse pour faire plaisir aux régulateurs, parce que eux, au final, ils font pas beaucoup d'argent sur ces privacy coins, je pense. Mais Binance, c'est quand même un gros poisson. Donc, ça fait plein de personnes qui vont jamais s'exposer à ces coins-là pour l'achat. Donc, c'est un petit peu chiant. Question dans le chat, c'est quoi un privacy coin? En fait, c'est un coin où tu peux soit ne pas avoir de traçabilité du tout lors des transactions, soit avoir une traçabilité partielle. Ce que j'entends par partielle, c'est que des fois, tu as des coins, je pense à Zcash ou à Dash, où tu choisis de payer plus pour rendre ta transaction intraçable, mais elle n'est pas intraçable par défaut. Et le fait qu'elle soit intraçable, ta transaction, ça déplaît au régulateur en fait. Donc je suis pas inquiet pour un Monero, mais je suis un peu plus inquiet pour les autres. Je pense que ça va mettre la mort à pas mal de crypto-monnaies. Donc affaire à suivre. Ensuite, donc on a toujours l'affaire Mika qui avance, signature officielle par l'UE de la loi sur la réglementation. Donc on vous en parle à peu près toutes les semaines, donc je ne vais pas avancer, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que par exemple sur la partie stablecoin, il va falloir que les émetteurs de stablecoin centralisés aient des réserves appropriées. C'est-à-dire que les stablecoins algorithmiques, je pense que c'est finito. Sauf si on arrive à avoir un contre-exemple qui arrive un petit peu à retourner le cerveau des régulateurs, mais c'est franchement mal parti. Et après, pour ce qui est des stablecoins centralisés, donc Tether, USDT, USDC et compagnie, il va falloir qu'il y ait des encaisses avec de la transparence et de la vraie transparence. Et là, pareil, je ne sais pas comment Tether va faire, parce que pour le moment, Tether, c'est Trust Me Bro. Donc, affaire à suivre. Là, il est dit que la loi, elle a été signée. Maintenant, la mise en application, elle va se faire d'ici quelques semaines apparemment. Donc, on ne manquera pas de vous en parler, bien entendu. Toujours au niveau réglementation, cette fois, c'est le Parlement européen qui voudrait considérer les crypto-monnaies comme des valeurs mobilières par défaut. Donc ça, il faut plutôt s'en inquiéter. Je ne sais pas à quel point... Comme des securities en fait, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, c'est des securities. Je ne sais pas à quel point cette information est valide parce que pour le moment, on en est à l'étude. Mais en tout cas, ça voudrait dire que potentiellement, tous les gens, enfin tous les business qui vendent des crypto-monnaies, qui permettent de les échanger, etc., vont avoir besoin de licences supplémentaires, vont avoir besoin de fliquer un peu plus leurs clients, leur faire valider les nouvelles conditions générales d'utilisation. Donc ça va être franchement casse-bonbon. Pour ce qui est des émetteurs d'ICO, IDO, NFT et compagnie, ça va aussi se complexifier. Donc j'espère qu'on va avoir rapidement un peu plus de clarté là-dessus, parce que moi, ça ne me rassure pas. C'est toujours le double discours. Tu as le discours de ouais, c'est bien, il va y avoir de la réglementation, ça va éviter les arnaques, patati patata. Sauf qu'au final, les arnaqueurs, ils continueront à faire leurs arnaques. Par contre, les gens qui font du business convenable vont avoir plus de difficultés, plus de frais, parce qu'ils vont devoir payer des avocats, des compliance officers et compagnie pour se mettre en conformité. Et côté client, ça va être encore plus chiant. Donc ça va être potentiellement bloquant pour certaines personnes qui ne se sont jamais exposées aux cryptos et qui n'ont pas envie de signer je ne sais combien de documents pour pouvoir s'y mettre. Donc, dans un premier temps, ça va être comme d'hab.
Pour le moment, c'est à l'étude, hein, c'est pas acté. Mais imaginons que ce soit acté, on va se retrouver avec des exchanges type Coinbase, Binance, etc. qui vont fliquer les clients, des exchanges centralisés un peu plus crasseux qui vont pas le faire, et du coup les gens qui vont pas vouloir se prendre la tête vont aller vers les exchanges crasseux, et au final ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer d'avoir des problèmes, et comme il y aura des problèmes, les régulateurs ils vont dire regardez, il faut renforcer encore plus la réglementation. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, et je trouve ça vraiment désagréable personnellement. Ensuite, donc ça c'est une rumeur, même si la rumeur il y a du vrai dans la rumeur, on va dire. Au début, ça part d'une rumeur qui disait que Binance devait licencier 20% de ses effectifs. Au final, il y a un représentant de Binance qui dit « Ouais, ce serait plutôt du 5%. » Donc, il a fait un thread Twitter sur le sujet et en gros, il explique que c'est pas du licenciement économique, c'est plutôt de la restructuration pour que Binance continue de se réinventer, continue d'avancer, parce qu'apparemment, ils ont perdu des parts de marché. En plus de ça, de manière globale, il y a eu de moins en moins de volume d'échanges sur les marchés. Et donc, ils ont besoin de se réinventer. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans, mais c'est aussi un discours de propagande pour dire, nous, contrairement aux autres, on ne fait pas du licenciement économique. Après, pour leur donner raison, il y a un contraste dans le sens où il y a quand même toujours plus de 300 postes disponibles. Donc, ils font du recrutement d'un côté. Et en gros, ce qu'ils expliquent, de ce que j'ai compris dans le trait du mec, etc., c'est que, en fait, ils disent que, en fait, il faut ajuster la voile et que, ils ont recruté, ils sont énormément développés et que, sur certains produits, sur certaines choses, ils ont moins besoin de personnes qu'auparavant. Après, je pense que on n'aurait peut-être pas ces questions-là qui se posent, notamment si le marché allait extrêmement bien, même si on a eu quand même un beau rebond, etc. Mais moi, il y a des choses auxquelles je réfléchis et qui me font penser qu'il y a peut-être des sujets qui ne sont pas abordés. Peut-être que je regarde un petit peu trop mon nombril en tant qu'Européen. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, en fait, aujourd'hui, les exchanges, leur business, bon, le spot, c'est bien, mais on va pas se mentir, les gars, c'est pas ça qui génère des commissions. C'est pas ça qui génère des frais pour l'exchange. Et je le sais en tant qu'affilié. En fait, aujourd'hui, le gros revenu des exchanges, c'est les dérivés, parce que c'est là où il y a le plus de volume, et plus on exécute de volume, plus on paye de frais, et plus en fait la plateforme gagne de l'argent. Et le problème actuellement, c'est que en fait, quoi qu'on en dise, les dérivés sont en train d'être interdits de plus en plus dans toutes les localités, dans tous les pays, dans toutes les zones géographiques où il y a de plus en plus de régulation. Je pense qu'on l'a vu tout simplement en France, et je pense que c'est le cas de plus en plus de pays. Et donc, il y a aussi un monde où, en fait, si tu commences à retirer les futurs de plus en plus de pays parce que tu as besoin de bien te faire voir par le gouvernement ou que d'un point de vue compliance, tu es obligé de ne pas en offrir, en fait, tu perds aussi un énorme business, tu vois. Et personnellement, moi, je pense que ça pourrait être une interview intéressante à mener avec les équipes de Binance France. Et moi, j'ai du mal aujourd'hui à voir énormément de croissance pour Binance France, alors qu'aujourd'hui, on leur a enlevé leur poule aux œufs d'or, qui est actuellement les futurs et les dérivés, quoi qu'on en dise. C'est ce que je mets en évidence à l'écran, là, tu vois. Spot à droite aussi, et dérivé à gauche. On n'est pas du tout sur les mêmes volumes dans le cas de Binance. Donc, après, c'est tout à fait normal, hein, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en considération. Et je pense qu'il faut tout simplement en discuter avec eux. Moi, j'aurais été chaud d'interviewer le directeur de Binance France à l'occasion pour parler de toutes ces choses-là. David Français. Ouais, je pense que ça va être quelque chose à faire. Mais voilà, il y a aussi ça qui passe par ma tête. Peut-être que c'est évidemment pas la raison principale, hein, mais je pense que ça peut être un des facteurs à considérer. Ouais, je pense que c'est un tout. Je pense que effectivement, il y a moins de volume de manière globale. Il y a un désintérêt global. Il y a peut-être des recrutements qui sont plus nécessaires. Par exemple, des gens au support. Si tu as 15 fois moins de personnes qui t'envoient des mails, est-ce que tu as besoin de toutes ces ressources au support? Pas forcément, tu vois. Donc, sans même parler de licenciement économique, ça fait toujours du bien aussi de cutter des coûts. Ça fait moins de personnes à gérer, et ça te fait moins de management, donc tu peux te concentrer sur des trucs un peu plus intéressants. Ils ont testé plein de produits, tu vois. T'as la partie earn du produit, t'as la partie comment dire, NFT, donc t'as Binance NFT, t'as plein de choses. Donc, ils ont développé plein de branches. Et au final, c'est important de recruter pour lancer ces branches-là. Mais je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses qui marchent et d'autres qui marchent moins. Tu vois. Donc il y a aussi ces moments où tu testes des produits et où certains produits ne trouvent pas leur audience. Et je pense que ça peut être aussi une autre des raisons.
Voilà, en tout cas, le gros titre, c'était 20%. La justification publique, c'est on serait plus sur du 5. En réalité, on n'a pas de confirmation publique de Binance en tant que tel. Là, c'est juste un représentant de Binance. Et on n'a pas le nombre non plus. Voilà. Donc, toujours est-il qu'il y a quand même des centaines de postes qui sont ouverts en parallèle. Donc, ça va. Binance n'est pas à plaindre non plus. Ensuite, on a l'IRS qui obtient des données des utilisateurs de Coinbase. Alors, l'IRS, c'est le fisc américain, hein, c'est des impôts américains. Et donc, en fait, pourquoi je vous ai mis cette news-là? Bah, tout simplement pour dire que il y a un utilisateur de Coinbase qui avait attaqué le gouvernement pour dire bah, moi, je pense que ça va contre la Constitution. Je pense que vous n'avez pas à récupérer mes données. Et en fait, le juge a donné raison à l'État américain et non pas à cette personne. Il leur a dit bah, écoute, reste à ta place, frérot. Et, et du coup, bah, les impôts ont pu récupérer certaines données de trading des utilisateurs, comme des transactions avec des forts volumes, comme des transactions à plus de 20 000 $. Donc voilà, pour ceux qui se disent je manipule des cryptos, je passe au travers de l'impôt, bah non. Voilà. En tout cas, on en a la preuve ici. Ensuite, Bah, surtout avec le PSAN, hein, quoi qu'on en dise, le fait qu'il y ait le PSAN qui passe, ça va renforcer les communications entre l'autorité des marchés, les impôts et les plateformes de trading. Et je pense que plus on aura de PSAN, plus on sera fliqué. Et ça fait partie de la régulation. Donc, PSAN, Mika, voilà. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas. Mais en jeu, vrai, hein. je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait des règles, tu vois. C'est juste que voilà, faut pas que ces règles soient abusives et qu'elles empêchent toute innovation ou même toute Non, mais croissance. écoute, c'est le jeu. Si dans le système bancaire ou dans les néobanques, il y a du flicage, ça devrait pas être différent dans les cryptos. Et si ce discours-là vous déplaît, bah en fait, c'est simple. Si tu veux pas te faire poucave par un Coinbase ou un Binance ou un autre, bah tu Utiliser trades un DEX, directement hein. on-chain. Tu utilises Ouais. directement on-chain. Et puis tu laisses le fisc faire ses analyses on-chain. Et ce sera après à toi d'éviter d'avoir une corrélation entre toi dans le monde réel et ton adresse sur la blockchain. Mais non, mais tu peux Et très ça, bien, je sais pas, acheter des cryptos à des potes en cash, ou tu vas trouver, je sais pas, des oui. moyens de troquer en fait des biens physiques contre des cryptos, et derrière trader de manière entièrement décentralisée. Il n'y a pas de raison qu'on arrive à te retracer. Enfin, si tu es vraiment dans cet objectif de ne pas être KYC, de ne pas avoir ton identité qui apparaît, il y a toujours des moyens qui sont possibles, et tant que c'est pas interdit de trader de manière décentralisée ou même d'échanger de manière décentralisée, il n'y a pas de raison de s'inquiéter à ce niveau-là. Alors évidemment, ça facilite pas ça nous facilite pas la tâche, parce que maintenant on était un peu dans une zone soit Oui. grise, soit non régulée. Donc voilà. Yes. Ensuite, on a les ventes de Trésor. Alors, Trésor, pour ceux qui connaissent pas, c'est un concurrent de Ledger qui font des hardware wallets, qui sont jugés par certains moins sécurisés que Ledger d'ailleurs. Personnellement, j'ai pas les connaissances assez approfondies à sécurité pour confirmer les termes, donc je veux dire que je répète bête et méchant. On sait d'ailleurs que récemment, il y a un individu qui a réussi à trouver une faille pour pirater n'importe quel fonds sur un Ledger, enfin extraire la site du Ledger. Malgré cette information, il y a énormément de gens qui, à la suite de la mauvaise communication de Ledger, se sont tournés vers Trésor et apparemment, ils ont multiplié par 10 leurs ventes en une semaine. Donc Trésor est en train de se ramasser une grosse partie de la communauté. Sachez qu'il y en a plein Après, d'hardware ils wallets. ont aussi un intérêt à dire ça, tu vois, et c'est d'une semaine à l'autre. Donc, enfin, tu vois, on est en bear market. Je pense qu'on était dans une phase assez plate, tu vois. Je pense que c'est assez facile de faire x10 avec un minimum de demandes. Et évidemment, c'est un énorme coup marketing pour eux. Non, mais c'est énorme, gros. Mais c'est une réalité. Non, mais c'est Mm. énorme. En vrai, t'imagines? Oui, mais genre, le nombre de personnes qui achètent des hardware wallets en mai 2023, je pense pas qu'ils sont énormes, tu vois. Ouais, Je je pense qu'on sais a une pas. grosse vague. Je pense qu'on a une grosse vague en novembre, décembre, janvier avec FTX, mais en mai, je pense que ça s'est calmé. Et je pense que c'est facile Il y a du d'atteindre vrai. des aussi gros chiffres Il comme ça. y a du vrai, il y a du vrai dans ce que tu dis. En tout cas, il y en a plein des hardware wallets, d'ailleurs. Il n'y a pas que Trésor, il n'y a pas que Ledger, il y en a plein. Et je pense qu'on se fera une petite émission dédiée à ces sujets-là pour les comparer entre eux. Parce qu'en réalité, c'est vrai que moi, je connais que Ledger et Trésor. Bon, je connais l'autre, comment il s'appelle? Ngrave, c'est ça, ouais, Ngrave. Mais ça pourrait être intéressant de regarder un petit peu tout ce qui se fait. Ensuite, alors... Et je te recoupe, mais en gros, il y avait le CEO de Pemium qui disait que les ledgers et tout ça, c'était aussi des black box, et que lui, ce qu'il préconisait, c'était les paper wallets, quoi. Donc, Ça, c'est avec ses avantages et ses évidemment, tôt ou inconvénients. tard, un moyen de faire des transactions, mais voilà, je trouve que c'est intéressant
de parler de ça parce que c'est pas un sujet qui est forcément très souvent discuté. Alors après, je sais pas comment ça se on en parle dans la ça se formation. fait techniquement, mais On en parle dans la formation, justement. Moi, j'explique en fait que c'est toujours des avantages et des inconvénients et que en fonction de ton choix, par exemple, un paper wallet, tu le perds, t'es foutu. Il est brûlé, t'es foutu. Donc moi, je suis pas dans l'école des mordus du crypto-anarchisme, même si je les comprends totalement, parce que je pars du principe qu'on connaît tous des gens qui ont perdu des adresses de wallet. On en connaît tous. Pourquoi? Parce que certains, ils étaient tellement parano, ils se sont tellement fait manger le cerveau en mode ouais, faut pas te faire pirater parce que si tu perds, tu vas t'en mordre les doigts et tout, qu'au final, ouais, ils se sont pas piratés, mais ils ont perdu la clé. Donc au final, ils ont perdu les fonds quand même, tu vois. Donc la bonne sécurité, c'est la vôtre. Ne dites pas à tout le monde comment vous sécurisez vos fonds, mais essayez de trouver une méthode qui est bonne et réfléchissez à toutes les façons dont vous pouvez perdre votre argent. Piratage, je sais pas moi, braquage chez vous, incendie, ce que vous voulez. Faites-vous ces scénarios et en fonction d'eux, adaptez votre sécurité. On va parler maintenant de la norme BRC 721E, qui est une petite norme bullshit, mais vu qu'on a eu la période Bitcoin Ordinal, c'est tout, je voulais vous en parler. C'est un standard fait maison qui, en fait, propose, comment dire, c'est bien expliqué ici, un reçu pour avoir des JPEG sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'à la base, un ERC 721, c'est un NFT sur la blockchain Ethereum. Et donc, ils ont mis en place côté Bitcoin un espèce de standard. En fait, tu peux dire, OK, tu peux créer un lien entre Bitcoin et Ethereum. Tu vas bloquer ce NFT sur Ethereum, voire pire, tu vas le détruire côté Ethereum et tu vas créer un reçu côté Bitcoin. Et en fait, c'est ce reçu du NFT que tu vas trader sur Bitcoin. Voilà. Donc c'est un peu cucu. C'est de la DeFi bricolage sur Bitcoin, histoire de dire qu'il se passe encore des trucs sur Bitcoin, mais au final, c'est pas pratique parce que comme on l'explique dans cet article, le problème, c'est que c'est pas le NFT en tant que tel, c'est un reçu et une version miniature, voilà, une image d'aperçu de qualité inférieure qui va être stockée sur Bitcoin, tu vois. Donc bon, bricolage, il se passe des trucs toutes les semaines pour rameuter des choses sur Bitcoin, mais rien de ouf. Ensuite, cette fois, pas tout à fait dans l'actualité, mais on a sorti aujourd'hui, enfin ce dimanche, un top 5 des FPS Web 3, si jamais vous voulez tester des jeux sur la blockchain. Tous les jeux qu'on vous présente sont gratuits. J'ai vu sur Twitter des déçus qui nous disaient « Ouais, il n'y a pas le jeu Intel, machin ». En fait, on a essayé de vous sortir des jeux jouables, gratuits. Par exemple, Rage Effect, il a été jouable. Ils ont fermé la bêta. Ils vont réouvrir la bêta d'ici peu de temps. On vous a mis d'ailleurs comment accéder à la whitelist juste ici. De même, dans le top 1, on a mis Dead Drop, qui est le jeu de Dr. Disrespect, si jamais. C'est évidemment pas un article sponsorisé, on n'a Non, aucun c'est lien pas avec enfin, CFPS, etc. si ça l'avait été, on vous l'aurait dit. Voilà. Ouais. Là, pour le coup, ça ne l'est pas. Le but, justement, c'est que là, en ce moment, il y a plein de jeux qui sont en train de se build. Et j'ai bien envie qu'on ait plein d'articles sur tous ces jeux. Comme ça, vous pouvez tester. Et vous savez que c'est sur Coin Academy que ça se passe. Donc, on vous en propose 5. Ils sont tous gratuits. Et moi, personnellement, mon petit kiff, c'est le top 2, c'est EVIO. Parce que justement, il n'y a rien à télécharger. Et sur navigateur, vous pouvez tous le tester. Les tokens sont sur Solana. C'est un espèce de Quake qui tourne sur la blockchain. On en avait déjà parlé dans un live précédent. On me dit à suivre Intel X, Capet, ça sort des jeux Web3. T'inquiète, tous ces launchers, je les ai notés. Mais des fois, on va pas se mentir, c'est pas fameux. Hein. Donc, je vous laisse dans le chat ce petit top 5. On va en avoir d'autres sur d'autres sujets clés. Là, c'était des FPS. On va essayer de faire des jeux de course. On va essayer de faire d'autres styles de jeux. Le but, c'est de cartographier tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, toujours dans cette logique-là, j'ai fait des lives cette semaine avec une chasse aux jeux Web3. C'était très rigolo d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que je vois un jeu crypto, je l'ajoute dans ma liste. Cette liste sera dans la description de YouTube et je vous la mets tout de suite dans le chat. Ensuite, donc moi je vais dans ma liste, je regarde les jeux, ok. Je vais sur le profil du jeu, est-ce que c'est sorti, est-ce que c'est pas sorti, est-ce que visuellement ça me plaît, ok, next. Et j'ai fait que ça. Et en fait, on a trouvé des trucs super intéressants en live. Par exemple, on a pu voir que sur le site de Epic Games, il y a une catégorie dédiée aux jeux crypto. Avec une vingtaine de jeux. Il n'y en a quasiment aucun qui est sorti. Et franchement, les jeux, bon, sont pas terribles. Mais
mais on en a noté quelques-uns. Je les ai mis dans cette doc. Elle sera aussi dans la description YouTube. Malheureusement, c'est tous des jeux qui vont sortir. C'est que du soon, ça va sortir, Open Alpha, acheter notre NFT, Open Alpha. Mais il commence à y avoir des trucs intéressants. Voilà, donc c'était une émission qui était très intéressante. On a d'ailleurs quelques jeux qui sont dans les investissements d'Animoca Brands. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y en a quand même beaucoup plus des jeux qui sont de plus en plus appétissants et que la meilleure façon d'identifier ces jeux-là, c'est de regarder qui se spécialise dans les jeux Web3, donc ça peut être moi, ça peut être des youtubeurs anglophones, etc. Et quelles sont les conférences qui se spécialisent dans le sujet aussi. Par exemple, là, d'ici quelques jours, on va avoir la 3XP Web3 Gaming Expo qui va se passer aux US. Et sur le site, justement, on peut voir des speakers. Donc, dans les speakers, ça peut être intéressant de regarder individuellement qui sont les speakers et s'intéresser au projet. On peut voir une catégorie e-sport aussi. Dans la catégorie e-sport, on voit plein de jeux. Donc, ces jeux-là, on est allé les identifier dans une session live l'autre jour. Et encore une fois, c'est pas très fameux. Ou alors, c'est des jeux qui sont pas jouables. Tu vois, My Pet Hooligan, c'est pas jouable. Dead-Drop, c'est pas jouable. Wildcard, c'est pas jouable. La Streaming, je crois pas que ce soit jouable. Et c'est chiant, quoi. Au bout d'un moment, on a envie d'y jouer. Donc, c'est un petit peu frustrant. Mais dès que du coup, là, ce sera joué en live parce que ce sera streamé, de ce que je comprends. Ce sera jouable en live, comme c'était le cas de Shrapnel, par exemple. Shrapnel qui tourne sur Avalanche. Le jeu est superbe. Le jeu est vraiment superbe. Et d'ailleurs, ils ont Meet en advisor. Je sais pas si tu connais, Léo. C'est un streamer qui était sur Fortnite, qui était sur plein de trucs. Et ça crédibilise vachement les choses. Le jeu est vraiment très beau. Pas du tout, ouais. Ouais, mais ça a l'air sympa. Le jeu est très très beau, mais on peut pas y jouer, quoi. Regarde. C'est un petit style Battlefield en vrai. Hein. Ouais, c'est un côté très Battlefield. Ça fait vraiment penser à Battlefield. Ou Killzone un peu. Ouais, je vois. On fait Killzone sur. Tard l'époque. Ouais. Voilà, donc tout ce que je me suis noté. Également, tout à l'heure, tu parlais de Litecoin. Je suis allé voir le hash rate. Et il semblerait que le hash rate du Litecoin est en train d'exploser. Mais, moi, ce qui m'embête avec ce Litecoin, ok, le hash rate, il augmente. Mais quand tu vas sur un Litecoin Explorer, il n'y a pas trop de transactions. Donc, il n'y a quasiment aucun frais. Et en plus de ça, le block reward avant halving, il est de 12 Litecoin et demi, ça fait 1200 $. On va passer à moitié moins, donc on va passer à 600 $ au cours actuel de récompense. Moi, je vois pas dans quel monde c'est rentable de miner du Litecoin. Hein. Franchement. Et d'un point de vue sécurité, c'est vraiment pas rassurant. Je crois que tu as un site d'ailleurs qui s'appelle Coin51. Voilà, où tu as un coût théorique pour réaliser une attaque sur le réseau. Et tu vois que pour 70 000 $, tu peux tenter de corrompre Litecoin. C'est quand même un peu plus coûteux sur Bitcoin. Voilà. Qu'est-ce qu'on a noté d'autre? Alors oui, j'ai voulu tester un concept. C'est les threads vidéo. Parce que vous savez, on voit des threads Twitter avec plein de tweets, faut lire et tout, machin. Et bah là, en fait, le concept, c'était un thread vidéo. C'est-à-dire que là, dans la première vidéo, je vous parle du concept du jeu en question qui s'appelle My Lovely Planet. Je vous montre du gameplay aussi. Dans la deuxième vidéo, je vous parle de la tokenomique avec une analyse personnelle de la tokenomique. Après, je vous parle de la public sale. Après, je vous parle du concours. D'ailleurs, petit rappel, le concours est toujours en cours. Hein. Donc, si vous voulez gagner 200 balles, les potes, sachez qu'il y a juste ART plus follow. C'est bête et méchant. Et si jamais, et ça c'est bonus, ce n'est pas obligatoire, j'y tiens. Si jamais vous voulez pas gagner 200 mais 300 $, vous avez tout simplement à installer le jeu et nous envoyer un petit screenshot de votre personnage dans le jeu, soit directement sur l'île comme ici, soit dans l'éditeur de personnages. C'est un jeu qui est gratuit sur Android et iOS avec une public sale en ce moment. C'est un projet made in France et il faut savoir que toute l'économie in-game, c'est-à-dire la publicité et les achats in-game, ça sert en partie à financer des ONG pour tout ce qui va être décarbonation, nettoyage des océans, nettoyage des déchets et reforestation aussi. Donc de toute façon, tout ça, je l'explique dans le thread vidéo. Si vous nous écoutez sur YouTube, je vous laisse les liens en description. J'ai trouvé ça très stylé, en tout cas, ton thread vidéo. Je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Ouais, ça a pris du temps, mais je pense qu'une petite vidéo, des fois, vaut mieux que 10 000 tweets. Et là, il y a tout, quoi.
Là, il y a tout qui est expliqué. Je peux partager mon écran, je voulais te montrer un truc. Bien sûr. Je sais pas si vous avez vu aussi sur Twitter, mais j'ai Oui. lancé un petit challenge de trading. Je vous le mets simplement dans le chat. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, Boubou et moi, on a pris 100 000 $ de capital. Et en fait, on vous met, entre guillemets, à disposition ces fonds pour trader. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi des règles qui sont assez simples. En gros, on va trader BTC. L'objectif, c'est qu'à la fin du challenge, soit on ait fait 8% de perte sur le challenge, et à ce moment-là, on arrête, soit on ait fait plus 30% de résultats. La fin du challenge, comme j'expliquais, c'est donc si on arrive à 8% ou plus 30%. On risque 2% du capital par trade. Pour chaque trade, on risque 1 pour gagner 3. Le stop loss en termes de variation, il est à 3% et le TP à 9% de variation en termes de prix sur BTC. On prend un trade à la fois. Et en fait, c'est vous qui décidez si on va à long ou short. Et on ne prend pas de trade tant que le précédent trade ne s'est pas terminé. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a lancé des trades. Donc, en fait, j'ai fait différents sondages tout simplement sur Twitter pour voir si vous vouliez long ou short. Pour l'instant, on a fait un premier long qui a été perdant. On a fait un deuxième long qui, je crois, est en gain pour l'instant. Et du coup, moi, je trouve ça assez intéressant de voir si la communauté est capable de réaliser des profits tout simplement avec ce capital-là. On verra ce que ça donne. Et si, évidemment, l'objectif est atteint, il y aura 15 000 $ à se partager pour les gens qui like le premier tweet. Donc, je trouve ça assez marrant comme concept. Je pense que ça n'a jamais été fait sur le CTFR, en tout cas, c'est de ballsy, ce que j'ai hein. vu. Et du coup, on fait ce challenge-là pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et je trouve ça plutôt marrant. Donc voilà, au moins vous savez et vous comprenez à quoi ça ressemble. Je repasse sur ton écran. Ça fait beaucoup, hein, 100 000 $, Picsou. T'as pas rigolé sur ce coup-là. Ouais, donc du coup, pour revenir, je sais pas si t'as remis mon écran, c'est bon? Ouais. Ouais, donc voilà, trade vidéo. En fait, si vous voulez, pour vous donner le contexte, je devais à la base faire un trade avec My Lovely Planet et je kiffe le projet. C'est un client que je trouve vraiment cool. De toute façon, vous l'avez vu, que ce soit Carbonable et ce projet-là. Moi, les délires, décarbonation de la planète, nettoyage des océans et compagnie, en mode je donne des ordres, je me plains et tout, j'aime pas. Mais à partir du moment où on trouve des façons amusantes par le capitalisme ou par le jeu, par exemple, de faire les choses pour le bien de la planète, je kiffe. Alors, du coup, là, c'est un partenariat sponsorisé avec My Lovely Planet. Ils ne nous ont pas payé pour en parler dans cette masterclass-là, mais ça me fait plaisir de le faire parce que j'espère que vous apprécierez le concept de trade vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je tenais à le faire pour tester et j'espère que vous apprécierez. Voilà. Tous ces projets, c'est du greenwashing. Après, c'est un point de vue. À un moment donné, il y a des gens qui sont vraiment branchés écologie. Et pour le coup, le fondateur de My Lovely Planet, il n'en est pas à son premier essai parce qu'il avait déjà fait un navigateur Internet où les fonds générés par le navigateur servaient à financer des ONG. Ils avaient collecté 8 millions d'euros. Ils en avaient filé 4 millions aux ONG. Donc, c'est pas comme si c'était... En fait, c'est toujours le même dilemme de... par exemple, quand tu vois des vidéos d'influenceurs qui donnent de l'argent à des SDF, t'es en mode, ah ouais, du coup, genre, ils se donnent bonne presse, ils donnent de l'argent et tout, c'est vraiment de la merde. Alors, peut-être, mais au final, le SDF, il vit probablement peut-être un peu mieux, en tout cas sur quelques jours, parce qu'il a reçu cet argent-là, tu vois. Et je pense qu'on peut voir on peut voir ces jeux et toutes ces communautés autour d'initiatives écolo de la même manière. C'est-à-dire que on peut le voir de manière positive ou négative, mais l'impact est là en fait. Donc à vous de voir si vous voulez être aigri et voir le côté négatif ou voir l'impact que ça peut avoir. Évidemment, il y en a qui le font mieux que d'autres, hein, très clairement. Et puis des gens qui ont aussi des meilleures intentions que d'autres. Mais voilà, je pense que c'est important aussi de pouvoir faire la compression avec d'autres éléments et de comprendre aussi vos biais. Ouais, et puis voilà, là j'ai un message dans le chat. La plantation d'arbres pour compenser le CO2, c'est du bullshit et demandé 1000 fois. Après, tu peux avoir 10 000 biais. Tu peux te dire qu'est-ce que c'est la priorité. Est-ce que, pour ceux qui regardaient les reportages Netflix, hein, c'est arrêter de manger de la viande? Est-ce que c'est arrêter de manger du poisson? Est-ce que c'est arrêter d'avoir des containers, c'est des transports maritimes de partout? Est-ce qu'il faut arrêter la reforestation? Non, parce que de toute façon, le fait d'avoir arraché des forêts partout, oui, il y a le côté CO2 et tu pourrais te dire on peut gérer le CO2 autrement, mais aussi un équilibre naturel qui est, normalement, il faut qu'il y ait des arbres
parce que ça permet à certaines bestioles de pouvoir vivre dans les arbres notamment, d'avoir un environnement, elles se sentent bien. Donc dans les endroits où ça a été salement déforesté, au-delà du CO2, ça peut être bien d'avoir un peu de verdure aussi. Donc il ne faut pas être aigri. Moi, je pense que l'initiative, elle est sympa, surtout qu'ils font ça avec des ONG reconnues. Moi, personnellement, je n'ai pas l'expertise, donc je ne peux pas te dire « Ouais, cette ONG, au final, elle n'est pas aussi propre qu'elle pourrait le dire et tout. » Mais si vous voulez vraiment faire cet effort-là, vous avez sur le site de My Lovely Planet, vous avez la liste des ONG partenaires qui est un petit peu plus bas. Elle est là, juste ici. Vous vous renseignez individuellement. Tu vois, toi pour les abeilles, Juste pour SPA, répondre tu au peux pas me message, dire SPA, c'est du bullshit, par exemple. pour répondre au message dans le chat, oui, la tech a un impact sur l'environnement, mais je pense pas que My Lovely Planet a un méga impact négatif sur la planète. Et je pense que globalement, presque tout a un impact sur la planète, tu vois. Enfin, t'as plein de sports qui polluent, t'as des industriels qui polluent. Enfin, la tech évidemment pollue, mais à ce moment-là, on fait quoi? On fait rien. on fait rien parce que c'est pas légitime. Je sais pas, c'est à vous de voir. En fait, la tech, c'est quoi? C'est un jeu sur mobile. Donc, c'est un peu de bande passante pour faire télécharger le jeu aux gens. C'est un peu de ressources serveurs qui sont sur des serveurs cloud qui, en général, sont optimisés au poil de fesses pour la consommation parce que, justement, ils ont des obligations de le faire ou alors ils le font de bon cœur. En tout cas, c'est ce qu'a faire du Google, c'est ce qu'a faire du Amazon et compagnie. D'un point de vue blockchain, c'est un token sur Polygon. Polygon, c'est ultra centralisé, c'est du proof of stake, donc ça consomme absolument rien. Voilà, si ça vous intéresse, côté blockchain, on est sur quelque chose qui consomme rien. Donc j'ai envie de dire que si tu fais la balance à ce niveau-là, c'est ok. Tu vois, c'est un peu, tu vois, une fois j'avais fait une interview de Carbonable, on était avec les fondateurs de Carbonable, on a été avec Abdel, et t'avais un gars qui nous disait, ouais, vous parlez d'écologie, mais vous prenez l'avion. Tu sais, on était. Tu sais, en gros, à partir du moment où tu parles d'écologie, t'as plus le droit de prendre la bagnole. Mais j'ai acheté un ordinateur, donc ça pollue, donc c'est. C'est un truc de fou, tu vois. Donc au bout d'un moment, on en est arrivé à un stade où tu peux même plus rien faire parce qu'en fait, tu auras toujours un aigri de service. D'ailleurs, ça fait plaisir d'avoir Juste un petit merci à Cryptomignon qui lâche un petit raid. Merci à toi, frérot. J'espère que tu as passé un bon live. Merci beaucoup. Voilà pour la petite parenthèse. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? On a fait un guide sur DAO Maker, qui est un launchpad, un des rares launchpads où il y a quand même des performances qui sont plutôt positives pour ceux qui veulent faire des investissements par le biais de launchpad. Si jamais vous avez par exemple le site CryptoRank, on en avait parlé une fois, qui permet de voir un petit peu les performances, excusez-moi pour le freeze webcam, qui permet d'avoir les performances globales de ces différents... Alors attendez, c'est pas là. Les performances globales de ces différents types d'investissements. Donc IDO Platform, tu peux voir que dans toute la liste, la seule plateforme où le retour sur investissement il est positif, c'est DAO Maker, dans la partie IDO. Tout le reste... Ils sont peut-être plus piqués sur ce qu'ils lancent et que les autres veulent juste faire du volume et lancer coûte que coûte, quoi. Ouais, et puis peut-être aussi qu'il y a la période, parce qu'effectivement, si tu as fait par exemple le choix de beaucoup t'exposer à la Binance Smart Chain ou à Solana et qu'après le marché s'est retourné, c'est pas de chance, tu vois. Donc voilà, et après sur les initial exchange offering, là c'est beaucoup plus picky, il y en a des belles performances. Tu vois que par exemple Binance, KuCoin, Bybit, OKEx, UOB, ils ont quand même mis bien les clients. On est sur des perfs sympas. Même UOB d'ailleurs. Donc c'est cool. Voilà, on a des premières images de Star Atlas aussi. Alors, c'est pas public à tous, mais ça m'a agréablement surpris. Ils ont sorti ce qu'ils appellent une showroom. C'est quelque chose que vous allez beaucoup voir dans le Web3. Comme c'est des jeux qui vont mettre des années et des années à sortir en version intégrale ou au moins en version bêta, en fait, ils mettent des espèces de petites démos jouables pour déjà avoir un avant-goût de ce que ça va donner au final. Et là, en l'occurrence, on a un jeu sur Unreal Engine 5 qui est visuellement très très beau. Je ne sais pas si ça se verra à l'écran, mais c'est très beau, c'est très fluide. Donc au début, il tourne autour de son véhicule, il explique qu'il fait gagner le véhicule, donc je pense qu'il a fait un petit partenariat avec Star Atlas. Et après, il monte... Attends, il faut que je monte le moment où il monte dans le véhicule, voilà. Et tu le vois se balader en mode Star Wars sur la map. Et franchement, ça m'a surpris. Parce que je vous avais dit quoi il y a un an? Je vous ai dit Star Atlas, ça va jamais sortir. C'est trop c'est toujours pas sorti. C'est pas sorti. Mais tu vois, déjà, tu as du gameplay, c'est fluide, c'est beau, c'est rassurant. C'est franchement rassurant.
Et d'ailleurs, ça s'est vu sur le jeton. Alors, c'est pas non plus explosif. Alors, attention, tu vas me dire de doser, mais on était tombé très 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 bas sur le jeton Atlas et sur le jeton. Ouais, c'est fluide, c'est juste que là, avec le stream, ça ne l'est pas forcément. Mais on a eu un petit rebond récent du jeton. Mais très récent alors. Hein. Attends. Ouais, très très récent. Il me semblait que ça avait mieux rebondi que ça, mais en fait, non, c'est catastrophique. Ouais, les gars, ça rebondit. J'ai oublié ce que j'ai dit. Putain, il me semblait que c'était mieux que ça. Voilà. Puis c'est à peu près tout. Si pour terminer, on avait noté ça, on s'était partagé ça en off avec Alex et Léo. C'est qu'en fait, pendant que l'affaire FTX est en train de se faire, on a des avocats qui sucent des millions, Qui se des gavent. millions et des millions. Il y a plus de 100 millions de dollars qui ont déjà été dépensés juste pour la gestion de l'affaire FTX. Donc si ça continue ça peut durer des pendant années. des années, il y a un milliard. Après, je pense qu'il y a Après, je pense qu'il y a aussi un monde où il y a un gros effort au début. Et puis, en fait, je me rends pas compte. Après, de toute façon, des cabinets comptables et d'avocats, ça a toujours coûté extrêmement cher. Et là, pour le coup, c'est tellement des énormes affaires. Enfin, on se rend compte avec la faillite que bah, déjà, il y a des centaines de boîtes associées à FTX de près ou de loin, qu'il y a des centaines d'acquisitions et de boîtes à revendre, qu'il y a plein de données qui ne retrouvent pas forcément. Tu sais qu'en plus, il y a eu un hack, genre juste après la faillite, ou au moment de la faillite. Enfin, c'est un bordel monstre, et de ce que je comprenais aussi, la comptabilité laissait vraiment à désirer pendant que SBF était au pouvoir. Hein. C'est ce qu'il disait, qu'il comprenait pas à quel point ça pouvait être aussi naze, quoi. Donc je pense qu'on paye ce coup-là maintenant. Il y a aussi cette histoire des impôts américains qui demandent aussi beaucoup d'argent. Pour ceux qui sont intéressés par toute cette affaire, comprendre justement les requêtes, les demandes que vous devez faire de votre côté pour être éligible à récupérer peut-être une partie de vos fonds un jour, je vous recommande vivement d'aller checker la chaîne de Journal du Coin qui ont fait justement une vidéo avec Cryptic, Benoît et un associé du cabinet d'avocats Orwell qui bah, justement ont traité le sujet de manière ultra complète pendant 1 heure. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Ils partagent aussi pas mal. Bah, c'était l'avant-dernière vidéo. Ah, ça, ok. Ouais. Ok. Et à côté de ça, ils ont aussi enfin en tout cas, Cryptic a monté un groupe Telegram dans lequel il y a un gros suivi de toute l'affaire et une grosse discussion avec tous les gens qui voilà, cherchent à récupérer leur argent tôt ou tard. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, à rejoindre ce groupe. Je pense que voilà, si jamais vous avez perdu des sous avec FTX, ça peut être bien de vous faire une petite mise à jour avec cette vidéo, même avec le groupe Telegram dans lequel il y a pas mal d'informations, évidemment. Je me mets ça dans les notes, comme ça, quand vous allez écouter sur YouTube, vous aurez le lien en description de la vidéo en question et du groupe Telegram aussi. Je pense que c'est important. Déjà, big up à Journal du Coin, c'est des frérots, mais accessoirement, elle a touché du monde, quoi, cette affaire. Donc, si ça peut dépanner quelques personnes, ce sera franchement avec grand plaisir. Voilà, pour terminer, on a des nouvelles de la loi pour les influenceurs. Alors, vous savez, c'est une loi qui est globale, mais qui englobe aussi la partie crypto. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que, au final, comme on s'y attendait, je l'avais collé plusieurs fois. Après, je suis pas devin, je fais pas la loi, mais c'était logique. C'était de la bonne intelligence. On a quand même un minimum de bonne intelligence chez nos politiques des fois. C'est que tout ce qui est enregistré PSAN, c'est bon. Donc, quand vous allez sur AMF list PSAN sur Google, vous allez sur cette page-là, hop, liste des PSAN. Toutes les entreprises qui sont listées là, vous allez pouvoir en faire la publicité en tant que créateur de contenu et influenceur. Certains diront que c'est la même chose, mais j'aime bien faire la petite différenciation. Donc pour le moment, on est à 76 entreprises. D'ailleurs, on habite Panda. Et tout ce qui va être lié au NFT, à la finance décentralisée, pour le moment, ne sera pas concerné par cette loi non plus. Donc, si vous bossez avec des projets vraiment décentralisés, normalement, il n'y a pas à s'en inquiéter. Les projets NFT, c'est pareil. Et j'imagine qu'il va y avoir plein de petites... comment dire Oh, j'ai perdu le mot. Exemption. Voilà, exemption dans certains cas. Donc, on ne manquera pas de vous le dire. Quel impact pour Coin Academy? Bah écoutez, on aura quelques projets dont on pourra plus faire la publicité à partir du moment où ce sera acté. On ira se rabattre sur d'autres, mais d'un autre côté, ça crédibilise aussi notre activité parce qu'on sait que ça a forcé plein de boîtes à se mettre en conformité avec le PSAN. J'imagine que côté État aussi, ils vont
ils vont s'activer et que potentiellement, au final, on va y perdre d'un côté, mais on va s'y retrouver de l'autre. Donc, quelque chose d'assez intéressant, c'est que tout ce qui est décentralisé, donc exchange décentralisé, etc., ne rentre pas dans le scope de la loi. Donc, si jamais vous voyez des Bybit, des Binance ou plein d'autres plateformes de trading qui, pour certaines, n'ont pas l'Upsan, push leur exchange décentralisé, c'est peut-être qu'ils ont envie d'être de plus en plus décentralisés et d'offrir de nouveaux produits, mais c'est aussi parce que ce sera un moyen pour eux de toucher ces marchés-là. Donc voilà, ayez conscience de ça. Il y a un vide juridique, enfin en tout cas, c'est pas quelque chose qui est couvert par la loi pour le votée moment. pour le moment. Donc voilà, il se peut qu'il y ait de plus en plus d'exchanges décentralisés qui débloquent du budget marketing justement pour faire de l'acquisition et toucher ce marché francophone qui va être un peu plus compliqué à toucher pour certains sans l'Upsan. Je vous remets la chaîne YouTube de Coin Academy dans le chat. Si vous ne nous suivez pas encore sur YouTube et que vous écoutez les rediffusions, je vous invite vraiment à nous suivre. On est presque à 6000 abonnés. La rediffusion de cette masterclass sera disponible. Et pour une fois, je pense qu'on va s'arrêter là avec un format un petit peu plus court que d'habitude parce qu'on va se reposer. Et j'ai une petite vidéo à vous tourner aussi accessoirement avant de partir au Portugal. Donc, pour vous expliquer le programme, cette semaine, nous, on sera au Portugal pour la NFC Conference. Donc, Non-Fungible Conference. Une conférence dédiée aux NFT principalement. On va faire pas mal d'interviews avec plein d'acteurs sympas. On va essayer du coup de vous faire des belles images et du coverage. Tout le monde de l'équipe Coin Academy ne sera pas là. On aura toujours Alex qui va s'occuper de gérer les news. Donc comme d'habitude sur le site de Coin Academy, vous aurez toute l'actualité. Et en plus, petit rappel, vous avez maintenant le module Flash News pour vraiment ne rien rater de tout ce qui se passe. Des fois, c'est des news à nous, des fois pas. Des fois, on agrège des news d'autres médias en lesquels on a confiance. Ça va être le cas, par exemple, de CoinDesk. Donc, vous avez tout. Vous avez juste à vous balader régulièrement sur le site de Coin Academy pour être au fait des news. Et puis, comme je vous ai dit, le marché, il est plein en ce moment. C'est peut-être un marché où vous avez l'impression de vous ennuyer. Mais c'est peut-être l'occasion de suivre les formations et d'en apprendre plus. Parce qu'on a plein de gens qu'on connaît qui suivent les cryptos depuis très longtemps, mais qui ne sont pas intéressés à la technologie, qui s'étaient intéressés qu'à la partie spéculative, pourquoi pas s'intéresser à la partie technologique le temps que le marché reparte. C'est des fondamentaux. Surtout que les cours sont bien faits. Donc, Voilà, vous vous laissez guider, il y a juste à lire, avec à chaque fois un petit quiz pour renforcer vos connaissances. Donc n'hésitez pas. On vous laisse tout ça en description. Merci beaucoup Léo de ta présence. Merci beaucoup à toi. le chat aussi, bien sûr. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ciao tout le monde. Tchuss.